mais c'est que c'est le jingle Happy Hour. Alors qui dit Happy Hour dit caravane. Qui dit caravane, on sort de nos murs, on sort du studio radio et on se balade. Alors généralement on se balade sur Annemasse, son agglomération. Alors là on s'était dit allez, on va un petit peu plus loin, on tire un peu plus loin parce que on va sur un événement qui a une envergure départementale voire nationale. Alors on n'allait pas traverser la France, aller au fin fond de la Bretagne pour parler de l'océan parce que oui, la thématique de la fête de la science et c'est ce dont on va parler, ça va parler de l'océan, océan de savoir, c'est la thématique. Donc non, on va pas jusque là-bas, on va aller à l'autre bout du département et vous pouvez nous retrouver à Rumilly, petite commune autour de l'agglomération annécienne. Et on est installé, savamment installé sur un beau parking à côté de la salle des fêtes, sur le site d'Oscar. Oscar, alors c'est pas un copain chez qui on va boire des coups, on va prendre l'apéro. Non, c'est l'office socio-culturel albanais de Rumilly. Tout à fait, Oscar, c'est pas un ami, ça peut être un ami, mais effectivement, c'est le sigle de l'office socio-culturel de l'Albanais de Rumilly. Je me suis pas trompé. Et là, vous entendez Brahim. Brahim, tu es directeur de l'Oscar. Tout à fait. Bienvenue sur nos ondes. Merci et puis bien beaucoup. sûr, on parlait de la fête de la science. Ça va faire la 3e édition qu'on fait une émission spéciale fête de la science, un plateau exprès pour cet événement. La première année, on l'a fait au CSTI, la Turbine à Crangevrier. L'année dernière, en fait, on avait accueilli tous ces beaux acteurs dans notre studio. Et allez, on sort cette année. Et bien évidemment, on est accompagné de la Turbine Science. Bonjour Delphine, bonjour Guillaume. Bonjour. Vous allez bien ? Super. Ouais, la fête de la science démarre un peu bien comme il faut là. Maintenant, on profite des autres, nous. Ouais, c'est ça. Nos plus gros projets. T'es plus sur la coordination parce que tu coordonnes la fête de la science au niveau départemental. Donc là, tu profites un peu de tout ce que tu as préparé avant pendant un an. Exactement. Vous m'avez aidé à préparer, c'est surtout ça, quoi. Je vous suis. Alors, du coup, comme je l'ai dit en préambule, Océan de savoir, c'est la thématique de cette année au niveau national qui se décline après au niveau départemental. Alors, je vais pas dire tout de suite libérer Paul Watson parce qu'on va parler d'océan. Je dirais puis on nous l'a déjà fait. Donc, non, l'Océan de savoir, c'est à la fois parler de la faune marine, de la biodiversité, de l'importance de l'océan, mais l'Océan de savoir au sens large, c'est que les savoirs scientifiques, c'est infini. C'est immense. Donc, d'où l'Océan de savoir. Comment avec les collègues départementaux, du département, vous avez construit cette fête de la science sur cette thématique-là? Comment les petites billes se sont mis un peu en forme de puzzle, quoi, ça s'est imbriqué? Alors allez, je prends la parole. C'est vrai que quand la thématique nationale est tombée comme ça, on s'est dit oh là là, en Auvergne-Rhône-Alpes, l'océan, on en est loin. Donc avec la coordination régionale, on s'est dit en fait l'océan commence ici, c'est-à-dire en Auvergne-Rhône-Alpes, tout simplement par la fonte de nos glaciers, par nos lacs, nos rivières. Tout ça converge et puis à un moment donné, de toute façon, on va aboutir quelque part, qui est la mer, qui est l'océan. Et on peut aussi prendre, comme tu dis, un deuxième niveau, on va dire, c'est l'océan de savoir. Ce sont aussi toute cette culture scientifique que chacun peut amener, peut apporter, alors qu'on soit véritablement dans la thématique, ou que l'on parle chimie, que l'on parle maths, que l'on parle autre chose, spectacle, etc., sous différents médias, on va apprendre des choses, on va vulgariser les sciences, et c'est ça le plus important finalement. Et je rebondis tout de suite, la fête de la science a pour objectif justement de faire rencontrer les publics de professionnels, d'acteurs professionnels, de chercheurs, de conférenciers, de compagnies de théâtre et tout, autour de la thématique scientifique. Et l'idée, c'est vraiment, tu l'as dit, de vulgariser les sciences. La vulgarisation, c'est pas un vilain mot, c'est pas un gros mot, c'est de les rendre accessibles à toutes et à tous de manière ludique, pédagogique, on s'amuse en apprenant. Et c'est surtout, on essaye de comprendre pour apprendre et on s'amuse en même temps, quoi. Et on fait aussi dans beaucoup de on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'ateliers autour qui est organisé par Oscar. On a différents médias, alors ça peut être effectivement des ateliers pour les enfants, pour les adultes, il y en a aussi. On a pas mal de spectacles cette année en Haute-Savoie, des spectacles scientifiques. Ça aussi c'est important, ça ramène aussi un autre public et notamment aussi beaucoup de scolaires qui s'investissent et qui sont accrochés à ce spectacle-là. Et puis on a, qu'est-ce que je pourrais dire aussi, des expositions, il y a quand même pas mal d'expositions aussi que l'on fait, donc il y a, je dirais un peu pour tous les âges, il y a de l'intergénérationnel, il y a des expositions très ludiques comme la nôtre à la Turbine Science, vous avez Illusion, donc on a plein de médias où chacun peut s'y retrouver, n'importe quel âge, parce qu'on a des actions pour dès 3 ans, encore une fois cette année en Haute-Savoie, donc c'est quand même pas mal, et puis beaucoup aussi sur des 6-8 ans, et puis des adolescents et des adultes. On a vraiment tous les médias qui permettent vraiment de croiser en fait nos connaissances sur un média qui
peut nous intéresser plus qu'un autre. Et c'est ça qui fait la richesse aussi de cette fête de la science, c'est trouver son endroit, trouver son lieu, parce que ça peut être du public, du privé. On a des industries, des entreprises, on a des collectivités territoriales, on a des MJC, on a plein de structures qui ouvrent leurs portes et qui font de ces 10 jours, de 4 au 14 octobre, qui font de ces 10 jours la fête de la science, pris au premier degré ou pas. Et puis on a différents formats, comme tu le disais, donc spectacle, conférence, mais il y a des ateliers, il peut y avoir aussi des formats beaucoup plus gros, comme ici à Oscar, où il y a un village des sciences. Donc le village des sciences, c'est là où on trouve vraiment, où ça foisonne, c'est une vraie fourmilière, où on trouve plein de choses qui regroupent tous ces petits formats en un lieu, à un instant T. Donc Brahim, tu es directeur d'Oscar, vous accueillez, enfin vous organisez la fête de la science depuis un certain nombre d'années. Depuis plus de 15 ans. Oui. 15 ans, c'est énorme. Donc fidèle de la fête de la science. En quoi c'est important pour une association comme... vous êtes au statut associatif, je vais peut-être dire des bêtises. Tout à fait, c'est une association. Quelle est l'importance pour une association comme Oscar d'accueillir justement la fête de la science? J'imagine que ça va dans ses valeurs d'éducation populaire et tout le reste, mais pour rayonner un peu sur le territoire, j'imagine que vous avez du public, vous avez du réseau, et c'est une manière de les associer un peu différemment. Alors, au-delà du plaisir d'organiser chaque année avec nos partenaires de la Turbine cette fête de la science, vous avez prononcé 2 mots, les différents partenaires, c'est vulgariser et rendre accessible. Rendre accessible parce que l'Oscar est au creuset de différents quartiers populaires, de différents collèges et lycées. On est un endroit stratégique, on accueille différents publics pour les inviter à venir découvrir les différentes thématiques qui ont lieu chaque année sur cette fête de la science. Cette année, lorsqu'on l'a découvert Océan de Savoir, on s'est dit chouette, c'est un très beau thème, ça permet d'amener beaucoup de publics différents sur ce thème, notamment les enfants et les jeunes, et nous on est clairement dans notre cœur de mission de vulgariser, de rendre accessible cette science, cette connaissance, ces savoirs aux différents publics qu'on peut accueillir. Et on le fait depuis plus de 15 ans avec toutes les thématiques qu'on a pu avoir dans le passé. À l'Oscar, cette fête a pris de l'importance depuis la labellisation de notre village. Il y a en 2012, je crois, 2012-2013. Donc ça fait au moins 10 ans. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec la Turbine. Et pourquoi avoir choisi justement ce format Village des Sciences ou pas tout simplement, ou pas s'être orienté sur quelque chose de peut-être plus humble? Alors c'est beau l'ambition. Alors effectivement on a commencé humblement avec nos petits moyens et puis de mémoire je crois que c'est sur les conseils de nos partenaires de la Turbine qu'on a demandé une labellisation de notre humble fête de départ qui est devenu un village des sciences. Okay. Et puis on a aussi mis en place d'autres moyens humains, financiers. On a découvert d'autres partenaires, des universités, d'autres associations qui nous ont permis de fédérer justement ces moyens humains, ces moyens techniques, ces envies et de proposer ce beau village des sciences. Alors, je ne vais pas vous demander votre coup de cœur pour cette édition, parce que ce serait faire du favoritisme avec tous les partenaires que vous avez réunis dans la salle des fêtes juste derrière nous. Mais s'il y a quelque chose vraiment à retenir, quelque chose qui vous a porté au moment où vous avez programmé votre village des sciences, vous dites ah ça c'est bon, on a réussi à le faire, on en est fiers justement, ce serait quoi? Alors, je vais pas faire du diplomatiquement correct. Si on a fait venir tous ces partenaires, c'est parce qu'à un moment donné, on a senti de l'envie, de la passion, de l'envie de transmettre leur passion, leur savoir, et on a surtout pensé que cette passion allait rencontrer des publics. C'est ce que j'ai envie de dire par rapport à tous ces partenaires. Donc ce que j'ai entendu, il y a déjà beaucoup de scolaires qui sont là. Il y a eu une classe non, il y a eu 150 enfants là qui sont arrivés, qui sont en train de regarder un très beau spectacle. Le spectacle qui est juste derrière nous, qui vont ensuite aller au village des sciences, qui vont déambuler sur les différents ateliers. Il y a des conférences aussi qui se passent au village des sciences à certaines heures. Il suffit de venir si vous nous écoutez. Il suffit de vous déplacer à Rumilly. Alors vous qui habitez Annemasse, je sais, ça fait un peu loin, mais ça se fait. On l'a fait avec la caravane en 1 heure. Donc finalement, on n'est pas si loin. Donc voilà, venez vous déplacer
passer et venez découvrir justement ce village des sciences. Au niveau départemental, quels sont les temps forts vraiment de cette fête de la science sur Haute-Savoie? Alors on est à Rumilly, c'est le gros temps fort aussi, c'est pour ça qu'on est là. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui se déroulent un peu sur le département? Alors, comme on a déjà commencé depuis, je dirais, vendredi dernier, on a déjà des temps forts qui sont passés. Effectivement, cette année, on a eu pas mal ce qu'on appelle, nous, des parcours scientifiques. Les parcours scientifiques, c'est un porteur de projet qui met plusieurs dates, plusieurs endroits différents, plusieurs dates. Donc, on en a eu 7. On a le Géoparc du Chablais qui fait un parcours scientifique. Et je dirais, si on peut, peut-être communiquer sur ceux qui sont encore à venir. On a le musée de l'horlogerie et du décolletage de Cluse qui joue vraiment sur la thématique de l'eau, alors que c'est quand même le musée du décolletage, c'est pas évident pour eux de se coller à ça. Et c'est suivez le tempo, leur leitmotiv. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils proposent notamment encore des choses cette semaine. Ils ont des tas d'ateliers et ils ont même ils ont fait une visite de l'arbre. Ils sont sortis de leur mur et ils ont fait une petite visite le côté industriel de Cluse. Donc, vous voyez, ils sortent aussi de leur mur. Ça, c'est super comme action. Et on a aussi pas mal de médiathèques qui ont vraiment joué le jeu de l'eau. Donc on a encore des expositions où on manipule à Bonneville, on a encore des choses qui se font à partir de demain jusqu'à ce week-end. On a Bonneville, on a Cluse, on a la médiathèque de Thonon aussi qui fait pas mal d'ateliers sur la fresque du climat, sur la fresque de la biodiversité, aussi pour les jeunes, c'est des fresques juniors, donc ça c'est aussi important de le souligner. Et puis on a un petit clin d'œil aussi du côté un peu plus d'Annecy. Ce sont les archives départementales qui font notamment une visite nocturne de l'archive. Donc vous avez une frontale, c'est pas toujours évident de s'intéresser aux archives, et vous mettez votre frontale et vous allez en visite dans les coulisses des archives, en fin d'après-midi. Et ils font aussi des escape games, mais très petits escape games, ce qui fait qu'ils sont déjà complets. Mais voilà comment on peut s'amuser et attirer des publics totalement différents dans des lieux improbables. Voilà. Alors c'est vrai que la fête de la science, elle n'a pas le rayonnement, enfin si le rayonnement, mais la renommée, par exemple si on prend les journées du patrimoine où il y a énormément de communication. Je dis ça parce que je l'ai entendu tout à l'heure, donc c'est pas pour tendre une perche, si je tends une perche mais c'est pas un piège, mais du coup l'objectif c'est quand même de faire rayonner les sciences et de se dire les sciences ça reste un domaine agréable où on peut vraiment s'amuser. On vous donne pas des cours scientifiques où il faut deviner des formules, faire du calcul et tout. C'est vraiment de comprendre le monde qui nous entoure. Et pourquoi encore aujourd'hui, malheureusement, on n'arrive pas à autant vulgariser cette communication-là. Oui, je pense qu'on serait les maîtres du monde si tu avais la solution. Et peut-être que Guillaume, tu peux en dire quelques mots, de dire pourquoi finalement la fête de la science, elle est pas aussi populaire que d'autres événements alors qu'elle le mériterait. En fait, c'est le travail qu'on est en train de faire là. Maintenant, c'est de désacraliser, démocratiser la science. En fait, il faudrait venir voir. En fait, voilà, c'est pour ça qu'on fait cette émission de radio. C'est venez voir la fête de la science. En fait, c'est fun, c'est ludique, c'est accessible à tout le monde. Et moi, je dirais que la fête de la science, c'est vachement mieux que les journées du patrimoine. Je suis complètement d'accord. On apprend beaucoup de choses, on s'ouvre au monde et vraiment, c'est extrêmement positif. Je dis ça. Nous, on fait les journées du patrimoine aussi, donc on aime bien le patrimoine avec une orientation patrimoine industriel et technologique. Non, c'est un travail de chaque instant. Delphine, Brahim, toi, Laurent et Radio Mani, vous faites ça à merveille. Et ça fait la fête de la science, ça fait quoi, 31 ans, 32 ans, 33. Oh là là, ça on prend. Ça prend un an de plus. On prend cher. 33 ans que ça existe. La science, c'est considéré comme un objet distant et compliqué. Et donc il faut peut-être 33 ans pour amener ça au grand public et faire comprendre que en fait, quand vous êtes un petit bébé, vous êtes dans votre chaise haute et vous avez un morceau de pain dans la main et qu'il tombe à côté de vous. Alors vous pleurez, vous riez, je sais pas, mais ça c'est de la science, c'est la découverte de la science. Et la science ça commence là, et la science ça s'arrête jamais. Alors on l'oublie, ou alors on est un peu
parfois peut-être un peu traumatisés parce que ça a été amené de manière complexe. Mais la fête de la science, c'est justement ça, c'est de ne pas amener les choses de manière complexe, mais c'est de les amener de manière ludique. On veut prendre un morceau de pain et le jeter par terre et voir ce que ça donne. Et puis, ce qu'on pourrait faire, si on avait eu ce petit bébé qu'on emmenait à la fête de la science, on aurait pu prendre, au lieu de prendre un morceau de pain, on prend une plume, et à côté de la plume, on met une boule de plomb, et puis on jette les deux par terre. Et on va lui demander, mais lequel tombe en premier, lequel tombe plus vite? Et bon, on a tous la réponse, mais finalement la réponse elle est peut-être fausse. Et pour avoir la vraie réponse, soit vous regardez sur internet, mais ça c'est complètement has-been. Non, venez à la fête de la science et on va vous montrer à quelle vitesse tombe une plume, à quelle vitesse tombe une boule de plomb, l'une à côté de l'autre, par exemple. Pour revenir sur Oscar, tu disais, Brahim, que l'important c'était vraiment le partage, la vulgarisation. Là, quel avenir tu t'imagines pour la fête de la science pour vous, ici au niveau du village des sciences? Est-ce que justement il y a quelque chose que vous avez envie d'organiser, d'aller peut-être un peu plus loin dans le village des sciences, ou peut-être organiser des événements de vulgarisation scientifique, peut-être tout au long de l'année, je sais pas, des cycles de conférences ou ce genre de choses là? On parle d'amphi pour tous sur le territoire. Est-ce que c'est des choses aussi qui vous touchent, que vous avez envie de développer à l'avenir? Alors, sur UMI, depuis 15 ans, effectivement, cette fête de la science a pris de l'ampleur. À l'Oscar, mais également chez les partenaires de la municipalité, la médiathèque. Et nous, on se rend bien compte qu'il y a d'autres associations, d'autres partenaires à faire venir pour mutualiser d'autres envies, d'autres moyens. Ça, c'est une piste de réflexion. Ensuite, sur les tâtonnements, les recherches qu'on a pu faire, notamment drainer des publics qui n'ont pas forcément ces codes pour accéder à cette fête de la science, c'est de proposer des formats comme aujourd'hui très courts, des mini-spectacles de magie autour de l'eau qui durent un quart d'heure, qui vont amener des publics, qui vont peut-être s'interroger et aller creuser un peu plus loin. C'est nos deux pistes de réflexion, drainer plus de public et amener d'autres partenaires pour faire grossir cette envie, cette passion autour des thématiques qui vont venir aussi. Et puis il y a ça aussi qui est important, c'est quelles thématiques vont venir les années suivantes et qui nous permettra de fédérer du monde autour de ces thématiques. C'est toujours le challenge. On me demande déjà pour l'année prochaine quelle est la thématique. On ne le sait pas. Je vous le dis tout de suite. Pour l'instant, c'est pas possible. On a essayé de la faire parler, mais on n'y a pas réussi. On va pouvoir travailler à J'ai pas eu assez de dessert ce midi. On m'en a pas donné. Donc non, je dirais rien. Donc concrètement, pour avoir toutes les informations, si vous voulez retrouver justement le programme intégral de la fête de la science, que vous êtes à Annemasse, que vous voulez venir à Remilly, ou vous voulez justement savoir ce qui se passe du côté de la vallée de l'Arve, il y a un site internet. Exactement, ouais. C'est le site régional de la fête de la science, donc ça s'intitule fête-de-la-science-aura.com, Aura A-U-R-A pour Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez tout dessus pour toutes les coordinations départementales de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et forcément le meilleur, mais au-delà de tout le monde, c'est la Haute-Savoie, quoi. Donc cliquez sur Haute-Savoie. Et puis effectivement, il y a une carte interactive, et du coup vous pouvez cliquer justement sur les différents les éléments de la carte pour vous situer un peu par rapport à là où vous habitez. Mais en tout cas, n'ayez pas peur de bouger un peu dans le département, parce qu'il y a foison finalement sur la Haute-Savoie, et à la fois des sorties, des visites, des villages de sciences. Est-ce qu'il y a un autre village de sciences sur la Haute-Savoie? Alors non, c'est pas. Alors village des sciences, c'est vraiment typé pour plusieurs acteurs à un moment donné le même jour. Il faut redéfinir ça par rapport au parcours scientifique que je vous ai cité tout à l'heure, où c'est plusieurs dates pour sur un même porteur de projet qui fait plusieurs dates avec d'autres partenaires. Par contre, on a des portes ouvertes. Ça fait toujours un petit peu peur le village des sciences, mais on a des portes ouvertes. Notamment, on a l'entreprise Bayer qui ouvre ses portes le week-end prochain. Donc quand je vous disais qu'on a des entreprises, je crois qu'ils sont quasiment complets. Renseignez-vous auprès d'eux, mais ça tombe comme des petits pains, les portes ouvertes comme ça, aussi. Ouais. En plus, c'est formidable ce qu'ils font. Franchement, oui, ils se mettent vraiment, les chimistes, les chimistes là-bas se mettent vraiment la thématique de l'année. Donc, ils cherchent, là, ils ont fait des des ateliers vraiment sur l'eau. L'année dernière, ils s'étaient mis sur le sport. Mais vraiment, ils se coltinent bien tous les ans aussi une réflexion. Comme ici à Oscar, on s'attelle bien à la thématique, et ça, c'est vraiment sympa et super pour le public qui vient les voir. Donc aujourd'hui, on est sur le seul village des sciences de Haute-Savoie. Ouais. Incroyable. Ouais.
Merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. Bravo Oscar. Et merci à tous nos partenaires et à l'équipe, et en particulier Maurice. Pour Oui, le on l'a formidable pas travail. cité. Maurice, du coup, qui coordonne justement la mise en place. Maurice Bourbon, le responsable Ouais. du secteur jeune de l'Oscar, qui coordonne et qui a fourni un énorme travail pour fédérer tous ses partenaires. Donc merci à Maurice et merci à l'ensemble des partenaires. Et merci à la Turbine de nous donner les moyens également de proposer ce beau village. Et s'il avait la thématique plus tôt, il pourrait anticiper un peu plus. Il va voir. Il nous entend pas, ça va. Non, mais Je vais mettez-lui la songer pression, au le stress. dessert. Je voulais juste rajouter une petite chose. La fête de la science, c'est une chose où on rassemble effectivement des partenaires et entre eux, après, en fait, ils se connaissent mieux. Ils peuvent retravailler ensemble. Ouais. C'est tout un réseau et c'est ça qui est formidable. C'est après, à un moment donné, on n'a plus besoin de la fête de la science, ce prétexte entre guillemets d'attendre octobre pour travailler ensemble. Et le but du jeu, c'est de faire tout ce réseau enfin, sur la Haute-Savoie comme ailleurs. Hein. Mais là, c'est vraiment très important cette coordination et le fait qu'ils se connaissent entre eux. Après, ils font d'autres partenariats dans l'année et ça pour moi c'est gagné en fait vraiment c'est autour des sciences et différents médias comme je disais. Guillaume peut-être oui, je voulais revenir, tu disais que c'était compliqué la communication autour de la fête de la science et en fait je voulais donner 2-3 éléments quand même. La Haute-Savoie c'est un des départements de France, je crois que c'est le 2e département de France en nombre de propositions par habitant, donc vraiment très très intense. Et pourtant, on parlait de Bayer par exemple, mais il y a plein d'autres endroits où en fait toutes les places sont prises, tout est plein. Et donc il y a beaucoup de gens. Cette année, on attend plus de 10 000 personnes. On va voir, on fait des paris. Moi je dis 10 037 et on fera les comptes à la fin. Mais il y a beaucoup de propositions. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui participent. Donc, c'est vraiment une très très belle dynamique. Ouais, et puis en 33 ans, les gens ont pris des habitudes, ils attendent ce rendez-vous-là. Ouais. Et puis, clairement. Et donc, moi, ce que j'aimerais faire, c'est faire un appel, non pas aux gens de venir à la fête de la science, même si ça, c'est hyper important. Puis, Brahim et Delphine l'ont très bien fait, et cette émission de radio est là pour ça. Mais c'est aussi de faire appel aux partenaires qui viennent nous rejoindre. C'est, comme tu disais, une communauté qui travaille tout au long de l'année. Alors, c'est un travail tout au long de l'année, c'est plus léger dans la préparation. Effectivement, les 10 derniers jours, enfin les 10 jours qui viennent là sont intenses. Mais voilà, on travaille toute l'année, on échange des idées. La Turbine Science est là pour amener aussi soit des expositions, soit des contacts, soit monter des projets. Il y a des structures associatives, des structures publiques, des structures privées. Et voilà, nous on veut que de nouveaux acteurs viennent jouer sur la science avec nous. C'est ça moi, ce serait ça l'appel que j'aimerais faire. Donc, oui, puis il faut pas avoir peur parce que quand même la Turbine, vous êtes là en tant que structure ressource d'appui finalement et nous c'est vrai qu'à la MJC d'Annemasse on a la chance de bénéficier des amphis pour tous qui sont sur le département et ça nous a permis d'inaugurer nous le vendredi soir justement ce lancement de Fête de la Science. Donc il y a toujours des biais par lesquels on peut démarrer tranquillement et puis de trouver notre rythme de croisière aussi à nous en tant que partenaire Fête de la Science. Et puis je me rends compte que petit à petit au fil des années on a de plus en plus de chercheurs aussi qui apprécient à vulgariser leur pratique professionnelle, ce qui n'était pas forcément le cas au début de la Fête de la Science où c'était ils n'avaient pas l'habitude concrètement et puis là en fait eux aussi ont pris leurs habitudes de Fête de la Science de se rendre visibles et je veux dire lisibles au tout public au final. Et puis on peut commencer modestement, hein. On n'est pas obligé de faire un village des sciences, faire concurrence à Oscar dès la première édition, mais voilà un atelier, une conférence, ça peut déjà commencer et rentrer avec nous dans ce réseau-là, hein, vraiment. On a même des ressources, des petits escape games qu'une médiathèque de quartier, une petite bibliothèque associative peut monter, c'est clé en main. Vous pouvez monter un escape game autour de la science parmi les livres et on a toutes sortes de ressources, des expos panneaux, des mallettes sur l'énergie, n'est-ce pas Laurent ? Oui, tout à fait, je confirme. On a toutes sortes de ressources alors pas qu'on met à votre disposition, qu'on aimerait même co-construire avec vous, avec tous les partenaires. Donc ça c'est le projet des années à venir sur le territoire de la Haute-Savoie. Okay. Je pense qu'on a fait le tour.
Le temps non, passe. C'est jusqu'à 17h, on nous a dit, hein, Brahim. C'est ça, jusqu'à 17h30. 17h30. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil ici. On est là toute la journée. Vous qui nous écoutez, auditeuristes, nous sommes à Rumilly, à Oscar, à côté de la salle des fêtes, pour le village des sciences et qui est ouvert jusqu'à 18h, il me semble, 17h30, je sais plus. 17h30. Donc en accès libre et gratuit, parce que toute la fête de la science, on l'a pas dit, c'est en accès gratuit. Gratuit. Donc Voilà. n'hésitez pas. Et puis bien sûr, si vous voulez voir près de chez vous, allez sur le site fête de la science-aura.com. Merci. Vous trouverez justement tous les bons petits rendez-vous autour de chez vous. Merci à vous trois. Merci à toi. Et puis Jérémy, écoute la suite de la programmation et puis on revient dans pas longtemps. Quand je dis radio, vous dites money, ça fait radio, money, radio, money. 117 4, 117 4, ça vient du 7 4, 117 4, ça vient du 7 4, 117 4, ça vient du 7 4, 117 4. Alors oui, vous êtes sur Radio Mani, ça vient du 74 du 74. Oui, pour Radio Mani. Ici, on est à Rumilly, donc je sais pas le code postal. À voir, ce sera à trouver. Du coup, on continue notre émission sur la fête de la science. Je viens de le dire, on est à Rumilly, on est installé, comme j'ai dit tout à l'heure, juste lors de la précédente interview avec Brahim, Julien et mince, j'ai oublié qui c'était du coup. Brahim, Julien et Delphine. On est bien à Oscar, sur le village de la fête de la science, le seul village des sciences de Haute-Savoie. Et on est bien, ça vient du 7-4, 150 du 7-4. On est à 150. Merci Jérémy. On continue notre tour d'horizon des différents partenaires de ce village des sciences et on attaque avec le CDOS, le comité départemental olympique et sportif, et c'est Lionel qui s'y colle pour cette interview. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors bienvenue sur notre antenne. Il n'y aura pas de questions pièges, promis. L'idée c'est un peu de savoir déjà qui vous êtes. Le CDOS, donc vous êtes sous statut associatif, vos objectifs, vos missions, ce sont lesquels? C'est valoriser le sport, le démocratiser un maximum? Alors on a quatre thèmes particuliers. On a tout d'abord une partie, un volant éducation et citoyenneté, donc beaucoup mettre en valeur les valeurs de l'olympisme, notamment auprès des publics scolaires, collèges, lycées, écoles primaires. On a un volet politique publique, on est là pour faire passer au niveau du département les politiques sportives. Par exemple, en ce moment, alors que les enfants commencent la saison sportive, donc il y a une opération Passe Sport qui permet aux parents, avec des moyens plus limités, de recevoir 60 € pour aider à la pratique sportive, à s'inscrire dans les clubs. On a un volet sport santé. On essaye au niveau des entreprises de valoriser la pratique du sport et dans d'autres milieux aussi. Et puis le dernier, c'est la formation. Donc on est au service des associations pour les nouveaux dirigeants, les aider sur le plan juridique, sur le plan comptabilité, sur le plan communication. Voilà, tout pour que les gens se sentent soutenus lorsqu'ils débarquent comme membres d'une association. D'accord. L'idée, c'est vraiment de démocratiser la pratique du sport, de la faciliter. Voilà. Vous avez des facilitateurs Exactement. à la pratique du sport, en tout cas de tendre vers la pratique du sport. Voilà, et on coordonne aussi tout le mouvement sportif haute-savoyard. On est le relais avec le conseil départemental, et nous, on fait le joint entre le mouvement sportif départemental et le conseil départemental, qui est un des gros financeurs du mouvement sportif en Haute-Savoie. D'accord, donc vous aviez un max de boulot cet été, j'imagine. Voilà, et pas que depuis cet été, ça fait plusieurs années qu'on est dessus, mais vraiment l'année dernière, on a été beaucoup sollicité avec les associations, les établissements scolaires pour développer les valeurs de l'olympisme. On a fait une grosse sensibilisation sur le parasport, qui a d'ailleurs super bien marché après au niveau des Jeux Olympiques, puisque il faut souligner le fait que France Télévisions est retransmis en intégralité aussi bien que les valides. Et je crois que ça s'était jamais fait auparavant. Et jamais fait. En tout cas, en intégralité. En intégralité, ça s'est jamais fait. Ça n'avait jamais existé, c'était pour la première année. Ouais. Voilà, et c'était vraiment incroyable. Une mise en valeur du parasport, et je pense que ça contribuait à avoir un nouveau regard sur le monde du handicap. Je pense qu'il y aura un avant et un après Jeux paralympiques. Quelle est ta vision, toi, sur le développement du sport, justement, sur le département de la Haute-Savoie? Parce que c'est vrai qu'on a un département qui est sportif, j'ai envie de dire, mais c'est mon regard de Savoyard aussi, parce qu'on a les lacs, les rivières, on a les montagnes, on a les airs, parce qu'on a des montagnes, donc il y a des départs de parapente et ainsi de suite. Donc je trouve que, voilà, sportivement, quand même,
on est très en avant, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a encore, j'imagine qu'on peut toujours être perfectible, mais au niveau de l'accès au sport pour les enfants, les ados, les adultes, on en est où par rapport à ton regard, toi, que tu portes dessus? Écoutez, c'est vrai que la Haute-Savoie a un formidable terrain de jeu, aussi bien pour les sports à outdoor que indoor. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une centaine de sports qui sont pratiqués en Haute-Savoie, autour de 70 qui sont affiliés au comité départemental olympique et sportif, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont pas fédérés, mais vraiment, si on a envie de faire du sport en Haute-Savoie, c'est possible. Le revers de la médaille, c'est que là, on a un afflux après les Jeux Olympiques de jeunes et de moins jeunes, d'adultes qui veulent reprendre le sport et tout. Ouais, les clubs peuvent pas absorber tout. Et voilà. Et c'est quelque chose qu'on faisait remonter depuis longtemps, c'est qu'avec la démographie de la Haute-Savoie, les installations sportives ne suivent pas, et aussi, on va pas dire qu'ils ne suivent pas, ils essayent de fournir, mais c'est difficile, les créneaux sont pas extensibles, surtout pour les sports indoor. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a un manque d'éducateurs. Oui, après les clubs fonctionnent sur des équipes parfois salariées, mais aussi après sur beaucoup sur des clubs bénévoles. Ouais. Et donc le bénévolat, effectivement, faut le pallier. Ce bénévolat, et puis on a eu une grosse chute après le Covid. Les gens qui étaient bénévoles, qui faisaient ça un peu par habitude, on va dire, ils se sont aperçus qu'il y avait autre chose à faire. Et vraiment, les clubs ont eu du mal à remplacer. Et surtout le bénévolat qui était plutôt âgé. Et on a eu du mal à remplacer. Donc du coup, on essaye d'absorber les velléités. On fait de notre mieux, mais la démographie de la Haute-Savoie a une importance qui est difficile de combler. Aujourd'hui, donc avec ton collègue, vous êtes présents tous les deux ici au Village des Sciences. Qu'est-ce que vous proposez au Village des Sciences? Alors au Village des Sciences, on a prévu un quiz olympique sur une forme de jeu de loi qui à la fois fait un peu de la culture générale et puis aussi un peu de sensibilisation au sport santé avec la nutrition, le sommeil, des choses comme ça. Et puis on a un focus aussi sur les Jeux paralympiques, donc un atelier de motricité simple, et avec à la fin de ce parcours ils doivent découvrir un sport paralympique, voir s'ils ont bien suivi et développer leur culture parasportive. Donc là il y a eu les premiers enfants là, qui sont arrivés. Déjà, est-ce que tu sens que les enfants avec les parents, ils ont suivi un peu les JO? Bien sûr. Ouais, ça a été suivi, tu sens tout de suite. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Après, c'est difficile. Dans le parasport, il y a un certain nombre de sports dont on n'avait jamais entendu parler jusqu'ici. La boccia, il y a le cécifoot, le goalball. Les gens mélangent un peu, mais voilà, ça fait de l'intégration de la culture sportive et parasportive. Et concrètement, du coup, donc, votre mission, tu l'as très bien dit, c'est vulgariser, démocratiser, rendre accessible les sports à toutes et tous. Est-ce que avec là les JO justement qui ont lieu, avec les JO paralympiques il y a eu une visibilité énorme dessus, est-ce que vous allez avoir un axe justement parasport un peu plus important au niveau départemental, ou globalement on est au niveau national sur les comités départementaux? Est-ce que vous allez accentuer un peu cette accessibilité au sport pour les personnes empêchées? Oui, on va surtout pas faire retomber la mayonnaise. C'est ça, c'est profiter de l'élan. Donc là, il y a eu la semaine dernière, je crois, il y a eu Anne Sicourt pour Handisport, qui a eu une grosse réussite. Alors non seulement il faut courir pour l'association, ça permet de récolter des fonds, mais il y avait beaucoup d'initiations à ces sports paralympiques, donc beaucoup d'intérêt. J'étais aussi à Tonon-Bouge la semaine dernière, donc là c'était pour le sport adapté, les gens en difficulté psychique. Et alors là, on n'a pas eu la même chance avec le temps, on a eu des trompes d'eau, mais du coup, on essaie de continuer ça. Après, c'est difficile. Non, on va pas dire que c'est difficile, mais on va dire que déjà avec les parents,
qui ont eu des enfants accidentés, tout ça, ils sont réticents à ramener les enfants dans le monde du sport. Ils ont peur de la rechute, on va dire entre guillemets. Et voilà, on essaye. Il y a 2 comités en Haute-Savoie, le comité de sport adapté et puis le comité handisport, qui sont très dynamiques, qui font beaucoup d'initiations et beaucoup d'écoles de sport. Et donc après, ça va être les moyens qui vont peut-être un peu manquer, parce que vous n'êtes pas sans connaître la situation financière du pays. Il manque quelques euros, je crois. Quelques euros. Mais on essaye de développer cette pratique-là. Essayer de ramener des gamins, des personnes adultes qui sont en foyer, venir participer aux écoles de sport, participer à des ateliers de vulgarisation, pour qu'ils trouvent un certain plaisir, puis une source d'évasion à la pratique. Et du coup, en tant que comité départemental, est-ce que vous proposez aux associations, aux collectivités, des moments sportifs, je dirais un peu clés en main? Là, je m'adresse peut-être plus aux auditeurs justement responsables de collectivités et d'assos. Ils disaient, tiens, j'ai envie de contacter le CDOS 74 pour qu'il m'aide à monter un événement sportif à l'échelle de la commune, du village ou de l'agglo. Ouais, c'est ce qu'on a fait pour le relais de la flamme. D'accord. On a beaucoup aidé les communes à monter les projets. Il y avait une petite dizaine de communes qui ont accueilli le relais de la flamme. Sur le Savoie, on a été présent quasiment partout sur les villes qui ont accueilli, pour aider à monter le programme des festivités, on va dire. Ok. Donc si nos auditeurs se disent ça m'intéresse, je veux savoir tout ce que fait le CDOS au niveau de la Haute-Savoie, est-ce qu'il y a un site internet sur lequel on peut se rendre et on trouve un peu toutes les infos pratiques, on peut vous envoyer un mail, appeler? Exactement, il y a le site du CDOS 74, comité départemental olympique et sportif 74, il y a des actualités, il y a des infos, et puis toutes les adresses, les numéros de téléphone pour nous contacter, les adresses mail bien entendu. Ok, parfait. Merci beaucoup Lionel. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui. Parfait. Alors merci beaucoup. Alors le CDOS 74, vous allez sur tous les bons moteurs de recherche sur internet, vous le trouverez, CDOS 74, et vous trouverez toute l'actualité, le site est mis à jour. Et puis ma foi, nous on va continuer notre tour d'horizon des partenaires présents sur ce village des sciences ici à Oscar à Romilly. Donc si vous n'êtes pas loin, que vous nous écoutez sur le web, parce que vous pouvez nous écouter sur le web radiomani.com, tout simplement sortez de chez vous, il ne pleut pas, il fait presque beau, et puis on se croise ici, puis vous pourrez profiter des nombreux ateliers présents au village des sciences. Et puis ma foi, si vous êtes loin dans le département, vous voulez pas vous déplacer, mais vous voulez se rendre sur un site justement de Fête de la Science, allez sur le site fête de la science-aura Auvergne-Rhône-Alpes.com. Là vous avez la carte interactive et puis vous pouvez trouver le lieu qui vous plaît à proximité de chez vous. J'arrête de parler, on vous met de la musique tout de suite. Jérém, c'est à toi. Quand je dis radio, vous dites Mani, ça fait Radio Mani, Radio Mani. Vous êtes toujours sur Radio Mani, bien évidemment. Nous sommes toujours présents ici sur place à Romilly, à l'Oscar, à la Fête de la Science, le seul village des sciences de Haute-Savoie, avec notre petite caravane. Donc c'est l'émission Happy Hour, bien évidemment. On continue notre tour d'horizon des différents partenaires de ce village des sciences. Et comme l'a dit Delphine, et j'ai encore oublié son prénom, bien évidemment, Guillaume de la Turbine. On parle aussi d'art vivant. Il y a du spectacle vivant en fait dans ces événements-là. Donc n'hésitez pas à venir les voir, à venir les découvrir. Et pour en parler, je suis bien accompagné. Je suis accompagné de la compagnie des acteurs en herbe avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Et avec un magicien, avec Christophe Diaz. Salut. Salut Christophe. Du coup, l'idée c'était de parler un peu justement, en gros, qu'est-ce que vous faites ici à la Fête des Sciences avec du spectacle vivant, quoi. Quel est le lien? Comment vous faites le lien justement avec votre spectacle, avec vos spectacles, la manière dont ce que vous proposez au public et les sciences? C'est une bonne question. Moi, voilà, donc j'ai plusieurs thématiques de spectacle et il se trouve que le spectacle Le Voyage de Goutte d'eau pouvait rejoindre justement l'événement de la science qui était organisé ici. Ouais. Voilà. Et du coup, le but, moi, de mes spectacles, c'est de mettre les enfants au cœur de l'action, c'est-à-dire que je fais des spectacles interactifs, participatifs, et si je n'ai pas d'enfants dans la salle, je n'ai pas de spectacle. Voilà. Du coup, les enfants sont des acteurs et je les valorise comme ça. Ok, voilà. Très bien. Et toi, Christophe, du coup, pendant que Jérémy il fait ses petits réglages, il va y arriver, il n'y a pas de souci. Il est en train de faire une lévitation du micro. C'est un truc de dingue. Faut venir voir ça, dépêchez-vous. Alors, la question comment associer la science et la magie, il faut savoir que la science et la magie ont un petit lien de parenté. Ouais. Il faut remonter au 17e, 18e siècle.
Il faut savoir que les spectacles de magie à cette époque s'appelaient des spectacles de physique amusante. Ok, excellent. Il n'y avait pas de spectacle de magie proprement dit, parce qu'au cours de ces spectacles, il y avait des effets magiques, mais principalement des effets physiques. Ok. Début de l'électricité, mise en place de l'électromagnétisme. Donc on présentait des phénomènes sous couvert de science et de magie. Donc le lien est vite trouvé, entre guillemets, il suffit de revenir aux sources. Donc tu viens de casser le mythe du magicien qui sait faire des tours de magie. Bah non, parce que le magicien vient de là. Un magicien est un chercheur, indirectement, donc on revient juste au fondamental. Donc ça veut dire qu'il y a une recherche permanente justement de trouver des nouveaux effets et puis quel phénomène scientifique. Alors nouveaux effets, enfin qui connaît pas en tout cas. Nouvelles techniques, nouvelles matières, alors maintenant on peut le dire, mais dans les années 80, David Copperfield a été un des premiers magiciens à utiliser le Kevlar. D'accord. Découverte de la NASA, machin, tout ça. Copperfield a vu le potentiel du truc, il a dit je vais mettre ça dans mes spectacles. Je vous dirai pas comment, mais il est en relation tout le temps avec des chercheurs et des scientifiques, des mecs qui sont capables de trouver des nouvelles choses. Et lui, comment je peux transformer ça dans mon spectacle de magie? Et c'est complètement fou. Ça veut dire qu'en fait, au fur et à mesure que la science peut avancer, trouve de nouvelles techniques, de nouveaux phénomènes qui peuvent démontrer par des expériences scientifiques, finalement, les magiciens, avec leur spectacle vivant, prennent un autre virage, la fenêtre, passent par la fenêtre et l'utilisent pour déjà vulgariser la science. Mine de rien, parce que vous vulgarisez la science et de démontrer ça au grand public et pas aux chercheurs, quoi. C'est ça. Et autre anecdote qui prouve ça, tout le monde connaît l'ampleur des réseaux sociaux, là-dessus il n'y a pas de souci. Aux États-Unis, il y a quelques années, il y a une médium, une branche à part un peu de la magie, qui faisait des grandes séances en disant que dans la salle, je peux deviner les choses, un tel, machin. Donc, à une séance, je sais plus c'était où, dans quel état des États-Unis, la femme dit, dans cette salle, il y a quelqu'un qui est malheureuse. Elle a perdu son père. Il est mort la semaine dernière. Quelque chose de violent, un accident. Et là, la femme, elle commence à balancer toutes les infos possibles et inimaginables. Les gens font, mais c'est pas possible, comment elle peut savoir tout ça? C'est la première fois qu'elle venait dans cette ville. Et à un moment, elle dit, est-ce que cette personne est dans la salle? Et là, il y a une femme qui se lève et fait, oui. Moi, mon père est mort la semaine dernière, il est arrivé ça. Et elle avait tout juste. Genre extraordinaire. Elle remplit la salle pendant 5 soirées de suite. Les gens disent, ouais, non mais supercherie. Bah non, comment elle peut savoir tout ça? Bah Facebook. Effectivement. Il y a du travail de recherche, du coup. C'est un autre travail de recherche. C'en est un. Et du coup, vu que les gens en ce moment ont obligé de se raccrocher à croire à quelque chose, et cette femme, elle a juste mis le doigt sur quelque chose et du coup, les gens font, ah ouais, elle est extraordinaire, c'est une vraie médium, machin. Bah ouais, elle sait juste utiliser les réseaux sociaux. Pour montrer à quel point que si on veut, en cherchant à avoir les bonnes personnes, on peut collecter les informations, les machins, les choses. Donc, et c'est un vieux truc. Dans la magie de cirque des années 70, que je dise pas de bêtises, il y avait un magicien qui se passait pour un médium, et lui c'était encore plus fort. Au début du spectacle, il faisait un petit numéro, et il demandait juste une info à une personne qui habitait la ville, et pendant l'entracte, il y a un mec qui partait en vélo à l'adresse dite pour savoir la tronche de la maison, la couleur de la voiture, le machin, et l'autre il revenait, ah oui mais vous avez un portail comme ça, et puis il y a ça, puis il y a... extraordinaire. Ah ouais mais... Voilà, c'est pour ça que je dis que la magie est toujours en recherche de choses, de machins, on essaye, voilà, tout le temps. Et justement, comment c'est perçu, avant de revenir sur le spectacle de Philippe, au niveau de la magie, du coup, là, tu avais des enfants, là, tout à l'heure. J'imagine, oui, j'en ai vu beaucoup, ça faisait la queue. Et puis, il y a le planétarium qui est en face, ça fait un bouchon. Voilà, on a créé un Big Bang, en vérité, là, avec le planétarium. Et j'imagine, tu fais une petite démonstration, les gamins, c'est waouh. Et puis, ils cherchent à comprendre, du coup, comment tu arrives à amener ça? L'idée... Vraiment, dans le thème de la présentation, c'est à la fin, on sait qu'il y a un truc. Le but, c'est d'oublier qu'il y a un truc. On a passé un bon moment. Moi, ma philosophie, c'est ça. C'est vraiment... Mon maître disait toujours, dans un tour de magie, 80% c'est la présentation. 20% c'est le truc. C'est comment on va amener la chose. Si c'est crédible dans ton univers que tu peux faire ça, ok. Le truc, limite, ok, l'effet est fort, les gens font ouais, mais on oublie. C'est vraiment l'idée de passer un bon moment. C'est vraiment ça. Et là, je sais pas si t'as entendu, mais ça crie dans tous les sens. Et les gamins à la fin, mais comment t'as fait? C'est pas possible, machin. Voilà. T'as passé un bon moment? Ouais. Gagné. Là, il y a une thématique.
c'est l'eau. comme chaque année, on est sur Océan de Savoir. Donc l'océan, on l'a dit tout à l'heure en préambule, c'est les milieux marins, c'est l'océan, c'est la somme des savoirs, donc ça rejoint un peu tout ça aussi. Donc tu as développé, tu disais en off tout à l'heure pendant le repas, d'ailleurs merci au cuistot parce qu'on a bien mangé, et c'était dur à entamer l'après-midi. Mais du coup, ouais, tu disais que tu as développé aussi des petits tours justement avec des liquides. C'est ça. Tu peux en dire quelques mots sans dévoiler le... Non, mais l'idée c'était vraiment de replonger... Comme je te disais, 17-18e siècle, la physique était là, on utilisait les liquides, les machins, et du coup l'idée c'était de replonger un peu dans ces vieux bouquins qu'on avait et de dire, peut-être réadapter ça on peut peut-être le réadapter aujourd'hui, toujours avec des liquides, on change, là, pas sans divulguer quelque chose, là tout à l'heure le numéro que j'ai remis au goût du jour, entre guillemets, une personne choisit une carte, la remet dans un jeu, et pour justifier d'utiliser du liquide, j'ai mis mon jeu de cartes dans un shaker, j'ai rajouté de l'eau dedans, j'ai secoué le shaker, j'ai renversé le liquide dans un verre, le verre a changé, le liquide a changé de couleur déjà, ce qui est pas normal. J'ai demandé à la personne est-ce que sa carte était rouge, le liquide était rouge, c'était bon, et du coup le liquide s'est transformé en foulard et en carte choisie. Voilà, fort. Donc comment amener d'un tour pour intégrer le liquide à l'intérieur? Tu vois, c'est un tour de carte. Tous les magiciens savent faire un tour de carte. Là, l'idée, c'était vraiment de dire comment je fais pour rajouter le liquide et qu'il soit justifié. Parce qu'on ne peut pas rajouter un élément sans dire, je le mets parce que c'est dans le cahier des charges et je ne peux pas faire autrement. L'amener et que ça soit logique. Et là, l'idée, c'est que j'ai utilisé, en termes physiques exactement, la mémoire de l'eau. On sait que y a une théorie qui dit que la mémoire aurait que l'eau aurait une mémoire. Du coup, je dis, est-ce que c'est vrai? On va essayer. Donc la personne a parlé à l'eau et elle a retrouvé la carte. Histoire de... Malin. Voilà, malin, mais il fallait... J'ai épluché des bouquins de physique, Wikipédia physique, là, tu vois, j'en ai... Pour trouver justement l'angle d'attaque pour pouvoir faire un tour de magie sur ce thème-là. Okay. Donc il y a de la recherche, comme tu disais tout à l'heure. Philippe, toi, du coup... Tu proposes un spectacle, donc tu disais qui est interactif, parce que du coup tu mets au centre les élèves, les enfants qui participent au spectacle. Comment tu as travaillé justement ce spectacle-là pour le rendre interactif? Alors, il existe déjà ce spectacle sous forme de spectacle pour les maternelles. D'accord. Voilà. Et là, vu que c'était à destination d'un public un peu plus âgé, pareil que Christophe, je me suis plongé dans des bouquins et puis des recherches internet pour savoir de quoi parler. Voilà. Et puis au fur et à mesure que je faisais des recherches, des petites idées sont apparues et je me suis dit comment on va agencer tout ça. Voilà. Et puis du coup on est parti sur l'idée de l'eau. Bon, un constat tout simple, je bois une bouteille d'eau et partant de là on va revenir à des milliards d'années avant, à la création de l'univers, à la création de la Terre, et les enfants, je les fais venir sur scène et je leur ai demandé de jouer la Terre, voilà, compact, voilà, serrés les uns autour des autres, avec un nuage d'eau autour d'eux, donc avec leurs mains ils mimaient l'eau, et le but c'est de qu'ils jouent justement l'évolution de la vie sur Terre, l'apparition de la vie sur Terre, et tout ça avec le physique, de façon à ce qu'ils intègrent un peu plus des enseignements. Donc le spectacle, tu l'as joué. Tout à fait. Les enfants l'ont joué. Les enfants l'ont joué, voilà. Comment ils se sont du coup... comment ils ont matérialisé l'eau? Enfin, comment ils ont joué? Toi, ta perception, est-ce que ça a été simple pour eux ou il a fallu un petit temps de réflexion qu'ils se disent Alors en fait, je fais beaucoup de théâtre d'impro. Ouais, voilà. Et du coup, ça aide beaucoup. Et du coup, j'ai beaucoup puisé dans le théâtre d'impro pour me dire comment on peut faire un spectacle pour les plus âgés. Pour les plus petits, donc il y a les marionnettes, il y a le décor, il y a les costumes, voilà. Mais là, alors les enfants de maternelle sont intelligents, mais là, à partir des enfants de 5-6 ans, on fait plus n'importe quoi. Voilà. Enfin, de mon point de vue, voilà, on va plus aller chercher leur curiosité, leur titiller leur intelligence, et se dire donc comment on va faire un spectacle. Et du coup, le théâtre d'impro, est venu à mon secours. Voilà, pour dire pour travailler l'eau, vous allez matérialiser l'eau avec votre corps. Donc il y a un peu de gestuel de danse avec la vague du Smurf, voilà exactement. La goutte qui tombe. Voilà ça. Et en fait physiquement, on peut matérialiser l'eau. Voilà, avec nos mains. Voilà. Donc ça a été assez instinctif finalement chez eux de représenter l'eau. C'est fou, ça. On fait appel à l'imagination des enfants. Les adultes, on a tendance à croire qu'il faut tout expliquer aux enfants, mais il faut laisser cette part d'imagination, d'incertitude à l'enfant, de façon à ce que lui, il puisse se projeter dans le spectacle. Voilà, de façon à se construire une image, et c'est en construisant cette image qu'il apprend.
En fait, faut que nous, en tant qu'adultes, qu'on accepte de se laisser porter par la parole des enfants, finalement. Christophe. C'est exactement ça. Pour les spectacles de magie, la phrase bateau, c'est retrouver votre âme d'enfant. Mais ce qui est vrai, le fait de dire j'accepte de ne pas comprendre, c'est revenir à l'état de gamin. Parce qu'un gamin, quand il comprend pas, il comprend pas. Et un adulte, il fait non, il est très cartésien, il fait non, mais c'est obligé, il y a quelque chose. Le gamin, il dit juste waouh, c'est magique. Et si un adulte arrive, ok, j'accepte de pas comprendre, bah d'une, il va passer un meilleur moment. Parce qu'il dit ok, ça me dépasse, je peux pas comprendre, c'est comme ça. Et il ressort de là, il a passé un bon moment. Le mec qui va chercher à comprendre, il va se bouffer le cerveau, c'est le cas de le dire. Mais comment il peut faire, c'est pas possible. Et du coup, bah, c'est pas. Il va rester bloqué en fait sur un phénomène et il passe à côté de tout le reste. Le truc que j'ai eu qui m'a le plus marqué, c'est un jour j'ai bossé pour des mecs scientifiques, justement des mecs très cartésiens. Et moi j'arrive avec mon milieu fantasy et je fais apparaître des trucs, des machins, des trucs qui se transforment. Ok, il y en a qui ont accepté, et il y en a qui sont restés très cartésiens. Non mais tu comprends, à un moment il a mis sa main dans la poche, obligé, il a fait. Et toute la soirée. Ils étaient focalisés là-dessus. Et ils n'ont pas passé un bon moment à comparer des autres qui ont apprécié la soirée, parce qu'il y avait d'autres choses. Les autres sont restés bloqués sur la Presta Magie, mode scientifique. Oui, non. Bon, après. Le lâcher prise adulte, il y a le lâcher prise. Laissez-vous porter. C'est ça, en fait, l'idée, c'est de profiter de l'instant et puis de laisser les enfants aussi d'éveiller leur curiosité, quoi. Leur curiosité, je trouve que les adultes, on a toujours tendance à vouloir connecter les choses les unes aux autres. Ouais. Et je pense que parfois, ça fait du bien de ne pas connecter les choses. Voilà. Et de laisser les enfants, de nous laisser nous porter par l'instant, parce qu'on est en train de vivre, par les émotions qui apparaissent comme des petites bulles qu'on a à saisir et qui sont hyper précieuses. Parce que dans notre vie d'adulte, on prend les choses trop au sérieux et on oublie parfois de se laisser bercer et porter par l'instant, par la magie du moment. C'est ça. Je vais pas vous retenir bien plus longtemps parce qu'il y a des enfants un peu partout ici. Si nos auditeuristes qui nous entendent se disent tiens, j'aimerais bien le voir, mais à part Remilly aujourd'hui, où est-ce que je peux les retrouver? Justement, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce qu'on peut vous retrouver, j'imagine, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Donc la compagnie Les Acteurs en Herbe, vous êtes sur Instagram. Et Victor Diaz, magicien, tu es aussi sur Instagram. C'est un truc de dingue les réseaux sociaux. Donc ça fonctionne, donc toute l'actualité, j'imagine que c'est à jour. Vous avez peut-être des sites internet ou pas du tout? Je sais pas. Exactement, www.acteurenherbe.fr. Parfait. Voilà. 3W comme toi. Ouais, et LKillusion avec un S.com. Ok, parfait. Eh ben merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci. Et puis une excellente continuation pour cet après-midi-là. T'es en train de nous dire qu'il faut qu'on y retourne là? Ouais, je crois. Hein. Ils vous attendent. Non mais il y a du monde là. Je crois. Hein. Il y a du monde. Il y a du monde qui va faire waouh. Ah bah j'y vais alors. Ça c'est cool. Merci beaucoup Laurent. Merci à vous deux. À toi. Et puis Jérém, écoute, on continue quoi. Quand je dis radio, vous dites money, ça fait radio. Money, radio, money. Ça vient du 7-4, du 7-4. Ça vient du 7-4, du 7-4. Ça vient du 7-4, du 7-4. Alors oui, vous êtes toujours sur Radio Mani. Oui, ça vient du 7-4 150. Donc on est à Remilly 74 150 pour la fête de la science. On est installé avec notre caravane pour l'émission Happy Hour pour couvrir la fête de la science au village des sciences d'Oscar, tout simplement, de l'office socioculturel d'Albanais de Rumilly. On continue notre tour d'horizon des différents acteurs de cette fête de la science et du village des sciences. On va parler environnement, on va parler protection des milieux aquatiques et des rivières avec, on va faire le petit tour de table avec France Nature Environnement. Bonjour Yasmine. Bonjour Laurent. Avec, alors c'est compliqué, c'est fou, hein. AAPPMA, donc l'association agréée pêche protection des milieux aquatiques. Non, finalement c'est pas si compliqué. Non, ça va. Faut suivre les initiales, c'est ça. Donc bonjour Laurent. Salut Hugo. Et ensuite on est avec le centre de la nature montagnarde avec Hugo, qui nous vient tout droit de Salanches. Ce sera François. François, pardon. François Hugo. Je suis pas du même côté de la table, mais c'est ça. Bonjour avec Laurent. François. Bonjour à vous trois. Dans un premier temps, j'aimerais que chacun vous puissiez un peu présenter justement votre association, quels sont vos objectifs et vos missions au sein de ces associations-là. Puis après, on va parler un peu de science et de ce que vous faites ici. On commence par qui vous voulez. François peut-être. Je me lance. Moi François Melot, je travaille à l'association Centre de la Nature Montagnarde, qui est donc basée à Salanches, au pied du Mont Blanc. On a été invité à venir aujourd'hui et on vient partager un petit peu les sujets des glaciers avec tous les visiteurs de ce beau salon.
De notre côté, notre métier, c'est ce qu'on appelle l'éducation à l'environnement. Alors, on travaille évidemment avec des enseignants, mais pas que. On propose aussi beaucoup d'activités pour le grand public tout au long de l'année, avec un credo qui est de faire vivre de bons moments au contact de la nature ou des sujets liés à l'environnement, de façon à ce que les personnes qui participent à nos activités, on parle de plus de 20 000 personnes chaque année, puissent sortir un petit peu mieux informées, un peu plus, je dirais, éveillées et au final respecter cet environnement-là parce qu'ils ont appris à le connaître en y vivant des moments positifs, des belles aventures. Et voilà, c'est ce qui nous anime tout au long de l'année. Ok, merci. Yasmine ? Oui. Donc, tu fais de l'éducation à l'environnement. Oui, voilà. Alors, je prends le relais de François pour ce côté-là, mais par contre, FNE, c'est pas que, donc France Nature Environnement Haute-Savoie, c'est pas que l'éducation à l'environnement, pas que la sensibilisation, c'est aussi un côté étude, expertise, qui est vraiment très important. Donc là, il y a tout le côté pendant de l'eau, des milieux aquatiques également, mais pas que. Il y a tout le côté terrestre, il y a les chauves-souris, il y a dans toutes les 3 dimensions, on va dire. Et niveau sensibilisation, donc une équipe de 4 personnes, voilà, qui va dans tout le département, voire un peu en Savoie aussi. On est voisins. Ouais, c'est ça. On les accepte. Et puis donc les 4 missions principales de l'asso, c'est donc expertise, sensibilisation, convaincre tout ce qui est élu que peut-être des projets peuvent être menés différemment, donc c'est apporter du conseil. Et la dernière mission, c'est tout ce qui est juridique, c'est-à-dire que la loi environnementale est là et on est là pour éventuellement aller en justice si besoin est. Donc, je ne veux pas lancer de polémique tout de suite, mais du coup, tout ce qui est expertise, étude, c'est d'étudier les terrains, les différents milieux pour, j'imagine, travailler à leur sauvegarde. Et puis, quand un projet d'autoroute qui peut naître quelque part pour mener un peu plus au Chablais, c'est d'essayer de comprendre qu'on peut faire peut-être les choses différemment parce qu'il y a des trains. Enfin, je vulgarise un peu, j'exagère. Mais du coup, c'est aussi de sensibiliser les politiques, comme tu disais, de se dire oui, il y a des solutions qui sont peut-être un peu plus respectueuses de l'environnement. Alors, on pourra pas toujours sauvegarder tout ce qu'il y a à sauvegarder, c'est évident. L'être humain a pris possession de l'espace au détriment des espèces qui étaient déjà présentes. Mais l'idée, c'est de montrer que peut-être on peut modifier très légèrement le projet pour sauvegarder le maximum. Okay. Voilà. Merci Yasmine. Hugo. Du coup, Hugo Chauvelon, donc chargé de mission de la PPMA de l'Albanais. Je suis aussi embauché par une deuxième PPMA qui est la PPMA du Haut-Chéran sur la partie Savoie. Ils ont rassemblé leur fonctionnement pour avoir une logique vraiment de bassin et se spécialiser sur tout le bassin du Chéran. Donc nos missions principales, donc on a une mission qui est vraiment axée pêche, éducation à l'environnement. Donc avec un atelier donc sur l'année, on reçoit 24 jeunes donc répartis en 3 groupes de 8 sur lesquels on apprend les jeunes à pêcher, on les sensibilise aussi au respect du poisson, au respect des milieux aquatiques. Donc on aborde plein de sujets avec eux. Donc c'est une des thématiques qui fait qu'on est là aussi aujourd'hui. Après, on a aussi une grosse partie scientifique, donc de suivi des cours d'eau, donc d'acquisition de connaissances sur les cours d'eau. On fait des pêches électriques, des pêches de suivi, donc dans lesquelles on suit les populations de poissons, on suit l'état de la rivière pour avoir une évolution au fil des années et mettre en place ensuite des actions correctives s'il y a besoin sur certains endroits. Comme FNE, on a aussi une partie du coup veille sur la réglementation, enfin veille des cours d'eau, veille au respect de la qualité des cours d'eau et éviter qu'il y ait, par exemple, dans le cas d'une pollution, aller sur le terrain, recenser la pollution, mettre en lien les services de l'État, la fédération de pêche sur des secteurs identifiés où il y aurait une pollution pour qu'ensuite il y ait des choses qui se mettent en place derrière. Et voilà, en gros, un résumé de ce qu'on fait. Bon, il y a plein d'autres choses, mais... Alors, avant de parler tout ce que vous faites ici, tout ce que vous proposez sur le Village des Sciences, j'aimerais avoir votre regard un peu d'expert avec votre rôle que vous avez. Alors, même si Hugo, ça fait 3 mois que tu es là, mais j'aimerais un peu avoir votre vision de l'évolution des milieux naturels, aquatiques sur le territoire au Savoyard, là où vous intervenez. Comment vous l'avez-vous vu évoluer, que ce soit par l'urbanisation ou au contraire par la protection un peu plus importante de certains milieux, comment ces lieux sont fréquentés par les publics. Là, vous êtes en contact d'enfants aujourd'hui. Est-ce que vous ressentez que les enfants vont aussi dans la nature avec les familles plus facilement ? Comment vous observez justement un peu les usages de la nature et comment la nature évolue ?
peut-être dire qu'il y a un sujet récréatif qui est très présent. Donc la nature, elle est plutôt vécue comme un espace où on va aller vivre une expérience plutôt d'ordre sportif ou éventuellement contemplatif, mais assez peu, je dirais, informé. Et c'est là qu'on trouve vraiment notre rôle, qui est un rôle d'intérêt général, qui est celui de permettre en fait de créer dans nos différents métiers une interface entre la fréquentation par les hommes, humains au sens large, et des milieux qui ont leur sensibilité. Alors, ils n'ont pas tous la même sensibilité, mais on va essayer de créer les conditions d'une entente la plus positive possible pour faire en sorte que ces milieux soient respectés et préservés, et que les publics puissent y accéder aussi, parce que l'idée de mettre tout sous cloche n'a pas forcément... moi en tout cas personnellement je trouve pas qu'elle soit hyper intéressante, sauf de façon très très ponctuelle pour des sujets de recherche scientifique, mais de permettre que la nature soit accessible. En revanche, ça nécessite quelques garde-fous et ou quelques apprentissages qui permettent aux gens d'y aller en respectant le milieu. Parce que c'est vrai que sur certains territoires, la Haute-Savoie, j'ai pas trop de données, mais c'est vrai que sur certains territoires côtiers français, il y a l'effet de surtourisme qui fait que justement il y a des falaises qui se dégradent un peu plus facilement. Donc il y a une côté finalement peut-être mise sous cloche pour préserver le milieu qui peut être intéressante, mais c'est comment on éduque les gens justement à peut-être les fréquenter différemment. J'ai vu sur certains endroits en Haute-Savoie où il y a des sentiers d'interprétation qui commencent à naître pour sensibiliser les publics justement à la faune, à la flore, au lieu où on se trouve et ainsi de suite. Ouais, pour rebondir, en fait, ces sentiers, il y en a de plus en plus, et il y a un autre mode qui est aussi en train d'arriver, c'est tout ce qui est smartphone, sentier par smartphone. Ouais. Alors là, c'est un peu autre que notre travail, où nous, on veut aller en face à face, on veut pouvoir apporter des conseils, apporter de la connaissance, répondre aux questions tout simplement. Mais ce genre de proposition de sentier, ça permet quand même d'ouvrir à un public qu'on ne toucherait pas autrement. Alors il faut faire attention à ne pas tomber dedans non plus, faut que ça reste très limité en nombre. C'est une porte d'entrée finalement pour faire autrement après. Exactement, ouais. Et après, je sais qu'à France Nature Environnement, on a un gros public scolaire quand même. Donc c'est un peu pour ça aussi moi, que je travaille dans ce milieu-là, c'est que je pense que même si les enfants ils sont pas encore en âge de faire des choses dans la nature, de prendre en compte la nature et de la préserver en tant que telle, c'est planter des graines en fait. C'est on t'apporte quelque chose, on te dit ça marche comme ça marche comme ça peut t'aider pour ça, etc. Sans moraliser, sans aller trop loin, mais voilà, ils vont garder ça en tête et peut-être ça ressortira un jour. On l'espère du moins. Hugo, toi, ta vision justement de tout ça ? C'est vrai que nous, on observe, moi à ma petite échelle, vu que ça fait pas très longtemps que je suis là, mais de ce que j'entends aussi autour de moi, c'est vrai que déjà, pour parler vraiment de nous, ce qu'on connaît au niveau piscicole, au niveau population de truites fario, c'est ce qu'il y a le plus dans le département et dans le Chéran. On a forcément une évolution à la baisse qui est couplée déjà sur tout l'aspect climatique, réchauffement des eaux, les assecs, tout ça. Donc ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus, excepté cette année où on a été plutôt épargné. Et du coup, donc ça joue couplé du coup justement à la surfréquentation qu'on peut observer sur certains sites. Et ça crée des déséquilibres qui sont clairs pour les milieux. Donc nous, on a aussi un rôle là-dessus de sensibilisation. On mène par exemple, pour citer un exemple, une action avec le parc des Bauges. Donc on a des éco-volontaires, le parc des Bauges reçoit des éco-volontaires. Et donc on fait une petite formation avec eux autour de la rivière du Chéran à la passerelle de Cuzy, sur laquelle on les sensibilise du coup au fait que par exemple créer des barrages en été, ça crée un réchauffement de l'eau. On déplace aussi les cages des poissons. Donc c'est des choses qui peuvent paraître bêtes, mais qui dans des périodes d'étiage et de sécheresse peuvent avoir une influence assez importante sur les populations. Donc nous après on va sur le terrain justement avec les éco-volontaires pour leur expliquer, et puis eux qui ensuite transmettent aux personnes pour essayer de les sensibiliser quand ils sont sur les sites. Donc voilà, il y a aussi ce travail-là qui est important. Aujourd'hui, vous êtes ici sur la Fête de la Science, vous tenez chacun votre stand. Qu'est-ce que vous y proposez ? Qu'est-ce qu'on peut trouver en tant que public sur vos stands respectifs ?
Ouais. Donc de notre côté, au niveau du Centre de la Nature Montagnarde, on propose un atelier de découverte des glaciers, donc le fonctionnement des glaciers, l'impact qu'a le changement climatique aussi sur leur évolution, et puis l'importance qu'ils vont pouvoir avoir dans le cycle de l'eau, qui est un élément qui nous touche tous à un moment ou à un autre. Et comme ça représente un stock d'eau douce qui, normalement, à l'échelle d'une vie humaine est pérenne, c'est un élément qui tamponne pas mal d'effets liés au climat. Et ce stock d'eau, il est actuellement menacé par le changement climatique, donc en train de se réduire, de disparaître, probablement avant la fin du siècle sur certaines zones, d'autres où la glace perdurera. Et on est en train on a mis en place des petits ateliers pour permettre aux gens de se rendre compte de ça. Donc le fonctionnement d'un glacier via des puzzles géants qui permettent de reconstituer un vrai paysage de montagne, notamment celui de la mer de glace qui est un exemple proche, flagrant assez flagrant et qui est accessible aussi. Il y a plein de familles qui passaient là qui me disent j'ai honte, on n'est pas encore allé le voir, mais j'attends que les enfants aient peut-être encore 1 ou 2 ans de plus et puis on fera le petit voyage là-bas, parce qu'effectivement c'est un joyau touristique, économique, c'est très important pour le département, mais c'est aussi un joyau patrimonial en tant que paysage, et c'est un paysage qui est en devenir, qui est en voie de disparition, et on pourrait faire une mission patrimoine dessus, à l'auto du patrimoine, n'importe, on n'arrivera pas à le sauver comme ça, parce que c'est des temps très très longs pour réussir à infléchir un petit peu les tendances. Donc moi j'invite les gens à aller voir ce patrimoine-là, qui est un patrimoine local. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour vivre des aventures originales. Et par exemple, la mer de glace, le glacier des Bossons, mais il y a de très beaux exemples en Savoie aussi, en proximité, pour voir ce patrimoine en danger. Et on essaye de voir aussi, via une autre activité qui prend une bonne dizaine de mètres carrés, où j'invite les gens à reconstituer le puzzle des glaciers du monde, avec différentes cartes qui sont des photos de glaciers à plein d'endroits sur tous les continents, pour se rendre compte que y a effectivement des glaciers sur les 5 continents. Ça, tout le monde ne sait pas forcément, notamment l'Océanie, ça tombe pas sous le sens. L'Afrique, pour certains oui, pour d'autres non. Et puis voir un peu la taille de ces glaciers, les conditions de leur répartition sur Terre, de leur survivance actuelle. Et in fine, on va voir aussi lesquels seront encore présents quand nos enfants auront notre âge. Et on se rend compte qu'il en restera quand même, mais qui seront sacrément réduits. Et il y a plein d'autres régions du monde où, ma foi, il n'y aura plus du tout de glaciers. Et ça permet de s'interroger un petit peu sur le devenir des populations qui ne sont pour la plupart pour rien dans le changement climatique actuel, qui est un héritage quand même des civilisations occidentales vieux de 150-200 ans, mais qui en subissent de plein fouet toutes les conséquences de façon, pour certaines, assez dramatique. Les glaciers qui sont source d'eau potable, finalement, et qui représentent quel pourcentage à l'échelle de la planète Il me semble que je ne veux pas dire de bêtises, je demanderai tout à l'heure à Delphine, elle me l'a dit il n'y a pas longtemps, je crois que c'est 2%. C'est très faible. C'est vrai que j'ai pas révisé ces chiffres-là avant de venir. Mais... Ouais. Je l'ai eu hier, mais du coup je l'ai oublié. En revanche, pour rester sur les 2%, par exemple, c'est un chiffre qu'on peut garder pour représenter autre chose. On a tous vécu là cet été qui hésitait un petit peu, un printemps pluvieux, un automne frais et pluvieux. Par aujourd'hui, il fait particulièrement doux. Mais on n'a pas l'impression de vivre une année du 21e siècle d'une certaine façon. En fait, c'est juste ce qu'avait l'automne quand on était petit, quoi, c'est tout. Mais simplement, sur cette année-là, les glaciers suisses ont perdu 2%, je reviens à ce chiffre-là, 2% de leur volume. Alors que c'est une année qu'on pourrait imaginer relativement positive, où il y avait beaucoup de neige au printemps, début d'été, en altitude, parce qu'en bas, il n'y avait rien. Mais a priori c'était plutôt bien engagé. Comme on n'a eu que 2 canicules et pas 8, ça semblait plutôt bien parti et le bilan va pas être bon du tout. Pas catastrophique, mais plutôt franchement négatif. Ouais, c'est comme ça, c'est pour dire que... Ça interroge. Ouais, ça interroge. C'est un sujet qui n'a pas fini de nous interroger. Merci. Yasmine, ton stand. Et sur le stand de France Nature Environnement de Savoie. Alors là, l'idée c'est de réaliser une maquette géante qui représente l'eau de Rumilly jusqu'à la mer Méditerranée. Donc c'est schématisé, on est d'accord, parce qu'on ne pourrait pas mettre tous les détails. Mais le public est invité à placer des petites plaquettes de couleurs différentes, soit pour des forêts, soit pour des champs labourés, des champs cultivés, des villes. J'avais prépositionné certaines villes comme Rumilly déjà, Lyon, Valence, et les deux villes que les gens ne connaissent pas forcément, puisque le Rhône à la fin se sépare en 2, avec le Grand Rhône qui arrive sur Port-Saint-Louis et le Petit Rhône qui arrive vers les Saintes-Maries de la Mer. Voilà, donc l'idée c'est qu'il construit cette maquette, et là quand je suis partie, elle était déjà presque finie, on va dire ça comme ça. Et une fois que la maquette est construite, on donne au public des petites fiches espèces animales. Donc par exemple, je donne le castor.
Dessus, il y a l'écologie du castor. Voilà. Placez les petites images du castor où vous pensez qu'il sera bien pour vivre. Donc voilà, ils commencent à placer leurs images. Et quand on voit ensemble si ça match ou pas, hein. Et ensuite, il y a les activités humaines qui arrivent. Donc peut-être il va y avoir un barrage qui va être construit ici. Peut-être qu'il va y avoir la salamandre forestière, la salamandre qui est très forestière, qui était bien dans sa petite forêt, coupe forestière. Ou une agriculture intensive qui fait qu'il n'y aura plus les corridors pour que les espèces puissent passer. Bref, des menaces, des dangers pour ces espèces, et c'est aux participants de trouver une solution. Donc ils vont peut-être construire un passage à faune, ils vont peut-être construire une passe à poissons, etc. Okay. Donc l'idée c'est de comprendre l'impact de l'activité humaine et comment faire avec l'activité humaine pour que les espèces animales puissent vivre on puisse vivre avec elles tout simplement. Exactement. Plutôt que de les faire disparaître. C'est ça. C'est de pouvoir continuer à faire nos activités, mais pas au détriment des autres. Ok, excellent, très chouette. Et du coup, pour terminer, nous sur notre stand, donc on est à plus petite échelle vu que c'est juste la PPMA, mais on a voulu représenter vraiment le contexte local. Donc on a un petit film qui présente le Chéran donc avec plusieurs de nos élus qui montrent des techniques de pêche, qui en même temps sensibilisent en montrant les poissons, les différents invertébrés, pour vraiment que ça soit... Les gens, en fait, souvent, le cours d'eau passe à côté de chez eux, mais ils n'ont pas forcément conscience de ce qui se trouve dans le cours d'eau. Et donc, c'était l'objectif, de ce premier petit film en arrivant pour essayer de capter un peu l'attention. Ensuite, on a une petite fresque, une petite carte qui représente le Chéran, pareil, de son amont jusqu'à son aval. Donc, ça reprend un peu la suite de France Nature Environnement. Et donc du coup là c'est pareil, l'objectif c'est aussi de montrer tout ce qui peut avoir, tout ce que l'homme peut impacter sur ce milieu, donc avec des steppes, des prélèvements d'eau, tout ce qui peut impacter le cours du Chéran de son amont jusqu'à son aval. Et après on a aussi des petites présentations différentes sur les espèces de poissons qui sont présentes dans le Chéran, sur le rôle de sentinelle des pêcheurs, donc vraiment montrer que les pêcheurs ils sont pas là juste pour leur loisir et ils sont aussi beaucoup là pour protéger le milieu. Donc quand les pêcheurs c'est nos premiers signaleurs, c'est les premiers qui nous signalent dès qu'il y a une anomalie sur le cours d'eau, par exemple une pollution, ils nous font remonter et c'est nous après qui allons sur le terrain et qui pouvons faire remonter ensuite au service de l'État. Donc voilà, montrer que le rôle des pêcheurs est... Voilà, en gros, c'est un peu le but de notre présence aujourd'hui. Merci à vous trois. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être, Yasmine? Dans la suite d'Hugo, oui. On a un petit programme de sciences participatives qui s'appelle Sentinelle de la nature en fait. C'est pas vraiment de la science participative, mais c'est faire agir les citoyens dans le sens de la préservation de l'environnement. Et du coup, tout et chacun peut signaler quand il voit quelque chose qui paraît suspect dans l'environnement. Un dépôt de déchets... c'est une application, ça il me semble. Il y a une application, mais si on n'a pas je crois. Sentinelle de la nature. Ouais. Mais si on n'a pas l'application, on peut très bien appeler et nous on fait le signalement. Et du coup, même pour les cours d'eau, ça fonctionne aussi. Les pollutions dans un cours d'eau, on voit passer des choses qui ne devraient pas y être. C'est possible de le signaler. Et nous, ça nous permet de faire remonter aux instances, tout comme l'association de pêche. Voilà. Je l'ai cette application, j'ai téléchargé il y a peut-être 3 ou 4 ans. Et effectivement, au départ, c'était un collègue pêcheur j'étais sorti avec lui, je pêche pas du tout. Mais du coup, je l'ai accompagné. Moi, je suis allé aux champignons. Et du coup, je le voyais. Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Mais en fait, il y a un point de pollution là-haut, il y a un bidon qui se décharge, je le signale. En fait, c'est super génial. Effectivement, ça rend la nature, en fait, la préservation de la nature de manière participative et utile. On se sent utile de se dire, effectivement, on voit une anomalie, on la signale et ce sera réglé à un moment donné. Mais en tout cas, c'est traité et c'est réglé dans la foulée. Donc, effectivement, c'est super important de rendre les gens acteurs de leur environnement. Finalement. Après, c'est juste une petite chose, ça, parce qu'à côté de ça, il y a plein d'autres programmes de sciences participatives. Sur les mares, vous avez vu une mare quand vous vous promenez. Est-ce que nous, ça nous intéresse de savoir où sont les mares parce que les zones humides sont en régression énorme, énorme. Alors que ça rejoint d'ailleurs les glaciers dans le sens où c'est de l'eau qui est nécessaire. C'est des zones humides dont on a besoin pour vivre. Et là, pour le coup, ce maillage de mares, si chacun note quand il voit une mare, nous, ça nous permet de dire « Ah bah oui, il y a un réseau de mares, il y a une trame bleue ». La trame bleue, c'est... les espèces peuvent se déplacer d'une mare à une autre, par exemple, ou d'un point d'eau à un autre, sans risque. Donc ça, c'est top pour nous. Mais on ne pourrait pas le faire seul.
parce qu'on n'est pas assez nombreux. Alors que voilà, vous vous promenez, vous montez ça, c'est bon, c'est fait. Donc auditoris, vous nous écoutez, vous voulez participer à la préservation des milieux naturels, humides, aquatiques et tout, n'hésitez pas à aller sur les différents sites internet de ces associations-là. Vous avez tous les 3 des sites internet. Vous êtes également sur les réseaux sociaux. On a checké, vous êtes sur Instagram. Donc vous serez tagué sur la photo que Jérémy a dû publier ou va publier. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, aller checker tout ça et puis participer tout simplement parce qu'on fait partie de cette diversité-là. Et donc il faut aussi se préserver soi. Et puis si on se préserve soi, on se préserve la nature. Voilà, on va pas lutter contre. Ou l'inverse, mais si on préserve la nature, on se préserve aussi. Oui, voilà, oui, merci. Mais ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Ouais, c'est une seule santé. Merci à vous 3. Je vous laisse pas, je vous tiens pas plus parce que du coup vous avez du public qui est dans la salle. Merci beaucoup. Merci. Et puis à très bientôt. Merci à vous. Merci. Jérém, la suite. Quand je dis radio, vous dites money, ça fait radio, money, radio, money. Ça vient du 7 417K, ça vient du 7 417K, ça vient du 7 417K, ça vient du 7 417K. Décidément, les jingles durant l'émission Happy Hour, c'est toujours un plaisir et surtout c'est une grosse dédicace à Bami Bassi et à Punch Live, on l'entend à fond. Bami, si tu nous écoutes, bonjour à toi. On continue notre tour d'horizon justement des partenaires, des associations, des entreprises qui sont présents ici sur la fête de la science au village des sciences de Oscar, donc de l'office socio-culturel albanais de Rumilly. Gros village des sciences qui se déroule aujourd'hui jusqu'à 17h30. Donc si vous êtes à proximité, en fait descendez de chez vous, il n'y a pas de pluie, il fait beau même. Et puis il y a plein d'ateliers, il y a des conférences, il y a un magicien, enfin vous l'avez entendu tout le long là, on les a presque tous interviewés. Presque, parce qu'on n'a pas encore interviewé tout le monde. C'est pour ça qu'Erwan est ici autour de la table. Bonjour Erwan. Bonjour. Donc tu es là avec ton entreprise Randonnée et Astronomie. Tu proposes des médiations et animations scientifiques sur l'astronomie, j'imagine. Et il paraît que tu parles de l'eau dans l'univers. Oui, c'est le thème de la fête de la science cette année. En tout cas, le titre, c'est Océan de savoir. Ouais. Bon, alors ça veut dire beaucoup de choses. Et on a un petit peu saisi la balle au bond, comme on dit, et on s'est demandé, l'eau, l'océan, l'univers, est-ce qu'on peut trouver des points communs dans tout ça ? Et bien entendu, oui. Alors, nous, on a pris le parti de parler effectivement de l'eau dans l'univers, c'est-à-dire de quelque chose qui est présent partout. Donc, on est complètement dans la thématique. D'accord. Donc ça veut dire qu'on retrouve de l'eau en dehors de la planète bleue, qu'on peut y trouver sur d'autres planètes, exoplanètes, étoiles. J'en sais rien. Je suis pas astronome. Je connais vaguement l'astronomie, c'est-à-dire que je connais la Grande Ourse, la Petite Ourse, Cassiopée, l'étoile polaire. C'est déjà un très bon début. C'est tout. C'est déjà pas mal. Les bases sont posées. La planète Terre, la planète bleue, c'est quelque chose d'unique dans l'univers, en tout cas en l'état actuel de nos connaissances. Par contre, l'eau, elle est présente véritablement partout. Alors évidemment, quand on dit l'eau, on pense tout de suite à l'eau liquide, mais non, il n'y a pas que ça. Il y a l'eau sous toutes ses formes et elle est présente véritablement dans des endroits où on n'imagine pas qu'elle puisse s'y trouver, notamment dans les étoiles, là où il fait très chaud. On parle là, bien entendu, de la molécule d'eau, H2O. Okay. Donc on la trouve un peu partout. Est-ce qu'on la trouve justement avec les nouvelles techniques qu'on a maintenant d'observation du ciel ou du ciel profond ? Je pense au télescope James Webb, je pense à la sonde qu'ils ont pu envoyer sur Mars, qui est allée trifouiller un peu le sol martien. Est-ce que c'est grâce un peu à toutes ces avancées-là qu'on peut déjà essayer de définir un peu l'origine de la galaxie, de notre système solaire et puis justement de ce qui s'est passé justement au moment de la construction de ce système solaire-là, quoi. Alors oui, bien sûr que les techniques ont évolué et évoluent encore. On a maintenant des télescopes absolument fantastiques qui permettent et qui vont permettre encore des découvertes extraordinaires. Alors tu as cité le James Webb, il y a aussi des télescopes qui sont actuellement en construction. Il y en a un au Chili qui va être un télescope fantastique. Le miroir va véritablement être gigantesque et on devrait faire un vrai bond dans les connaissances, et notamment dans ce domaine-là. Alors c'est intéressant parce que actuellement, là, pendant la fête de la science, on passe dans le planétarium un film qui résume un petit peu tout ça, qui déjà nous apprend comment on a découvert l'eau, c'est-à-dire cette fameuse molécule, c'est l'hydrogène, l'oxygène, comment ça se forme dans l'univers. Voilà, et c'est toutes ces questions-là toutes ces réponses qui nous ont été amenées par tous ces grands télescopes, mais il reste encore des questions qui n'ont pas de réponse. C'est peut-être pour ça que l'astronomie, c'est passionnant aussi.
Oui, c'est ce que j'allais dire. L'astronomie, j'ai l'impression que c'est le domaine où on sait beaucoup de choses. Chaque année, on apprend de nouvelles choses, mais il nous en reste encore des millions de fois plus à apprendre constamment, parce que l'univers est infini, et donc du coup, on est limité par nos technologies, et en fait, il n'y a que le temps qui permettra d'en savoir toujours un peu plus, en fait. Ah, exactement. Alors tu as dit l'univers est infini, tu as déjà ouais, voilà, j'allais dire faut pas m'en vouloir, tu vas déjà presque un peu trop loin, un peu trop vite. On ne voit pas de limite à l'univers quand on l'observe, ou en tout cas quand on l'étudie. Peut-être qu'il y en a. Alors s'il y en a, en plus, ça va poser un gros problème après, c'est qu'on va tout de suite se demander qu'est-ce qu'il y a au-delà de la limite. Et ça, je suis pas certain que la science ait pour l'instant envie de s'y risquer, voilà, à se poser cette question. Bon, je dis ça avec le sourire. Voilà. Bon, après j'ai oublié ta question du coup, mais bon, les connaissances, en tout cas en science, elles évoluent. Faut bien avoir conscience que quand on fait de la science, c'est pas fini. C'est-à-dire qu'on parle des connaissances de l'instant présent. On fait le point sur les connaissances aujourd'hui, 9 octobre 2024, mais ce n'est pas arrêté. Il y a une continuité. Et donc oui, bien sûr qu'on va encore comprendre des choses, et on va sûrement aussi se poser beaucoup d'autres questions. Lesquelles, il y en a certaines, on ne se les pose pas encore, sans doute, on ne les connaît pas. Alors j'imagine quand tu accueilles des enfants, des familles, des adultes, que ce soit en randonnée ou sur Planétarium, sur une émission Planétarium, en fait tout le monde est curieux en fait des étoiles, de comprendre comment ça fonctionne, de la lumière qui nous perçoit. En fait, c'est la lumière du passé. Enfin, il y a toujours de la curiosité, j'ai l'impression, et toujours un engouement finalement de regarder le ciel, parce que c'est hyper simple à regarder. Un ciel d'été qu'on regarde, il suffit de s'allonger dans l'herbe, et puis s'il n'y a pas trop de pollution lumineuse, on a juste à essayer d'observer, quoi, et puis on essaie de comprendre. Et comment tu expliques cet engouement-là, finalement, sur l'astronomie, sur les étoiles Je crois que tu l'as très bien dit, tu l'as très bien résumé. Le ciel est, par définition, probablement ce qu'il y a de plus universel sur Terre, c'est-à-dire que chaque être humain, s'il lève les yeux au-dessus de sa tête, il voit les étoiles. Alors, quand on dit ça, il faut malheureusement quand même préciser que du fait je ne vais pas dire le progrès, mais du fait de l'évolution de l'humanité, il y a quand même un certain nombre de milliards d'humains qui ne voient plus les étoiles à cause de la pollution, et principalement de la pollution lumineuse dans ce cas-là. Et donc finalement, on est en train de se rendre compte que l'observation d'un beau ciel étoilé devient une rareté. Au-delà de ça, l'univers, les étoiles, les planètes, c'est quelque chose qui fait rêver depuis l'enfance, depuis la naissance, parce que c'est aussi peut-être tout simplement la première des sciences, l'astronomie. C'est probablement, j'y étais pas, mais probablement les premières questions que s'est posées l'humanité, l'être humain, lorsqu'il est apparu sur Terre, sont sans doute des questions liées au ciel, étonnamment. Il s'est peut-être probablement d'abord tourné vers les étoiles, c'est d'abord interrogé là-dessus, avant de s'interroger sur d'autres choses. Et dans des grottes préhistoriques, on a vu des constellations qui ont été reproduites, enfin des semblants de constellations, où on interprète que c'est potentiellement... Les scientifiques sont assez prudents là-dessus, parce que c'est toujours pareil, ceux qui ont dessiné tout ça, ils n'ont pas laissé le mode d'emploi, ni la raison pour laquelle ils ont fait tous ces dessins, mais il y a des hypothèses, effectivement, avec des hypothèses assez sérieuses, que ce soit dans les grottes ou sur certains objets, sur des rochers à l'air libre, voire même carrément dans le paysage. On pourrait effectivement avoir une lecture astronomique de ces dessins, de ces représentations. Je dis bien on pourrait, parce qu'on pourrait aussi imaginer beaucoup d'autres choses. Après tout, les étoiles, c'est des points. Quand on regarde le ciel, dès qu'on voit des points, ce ne sont pas forcément des étoiles. Mais on se plaît à pouvoir l'imaginer, parce qu'effectivement, là aussi, ça fait appel à tout un imaginaire un peu mystérieux. On aime bien le mystère, oui, quand même. Ouais. Et puis se pose la question de la vie ailleurs que sur Terre aussi, de se dire si potentiellement on trouve des traces d'eau sous quelque forme, que ce soit de la glace, du gaz ou autre, peut-être que il y a eu à un moment donné de la vie ou pas ailleurs que sur Terre, et c'est une attitude assez auto-centrée de se dire on est les seuls dans l'univers, quoi. Mais alors ça, c'est la question, effectivement, c'est le Graal un peu de certains scientifiques, et alors il faut de l'eau liquide pour faire de la vie.
Quand on dit ça, il ne faut pas oublier qu'on parle de la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Rien ne dit qu'ailleurs, ça ne se passe pas autrement. Le problème, c'est que découvrir quelque chose dont on ignore la nature, c'est pas possible. Je m'amuse toujours à dire aux gens, c'est un petit peu comme si je vous disais cherchez. Voilà, cherchez. Bon, mais cherchez quoi ? Donc on explique ce qu'il faut chercher. Dit autrement, on a déjà une petite idée de ce qu'on veut trouver. Donc on est obligé de chercher des formes de vie semblables à celles que l'on connaît sur Terre. Et la première étape consiste à aller chercher peut-être, oui effectivement, la présence d'eau liquide, ailleurs que sur notre planète. Alors on a de fortes chances quand même de la trouver ailleurs, elle existe très certainement ailleurs, ou elle a existé ailleurs. On sait que sur Mars, elle a coulé, l'eau liquide en surface. Mais de là à dire qu'il y a eu de l'eau, là on franchit un pas que la science aujourd'hui n'a pas encore franchi, ou tout simplement n'a pas encore la capacité à franchir, parce qu'on n'a pas les outils qui le permettent. Pour revenir à aujourd'hui, sur la fête de la science, oui. Tu proposes du coup un stand, une animation en tout cas scientifique, astronomique sur le village des sciences. Qu'est-ce que tu proposes ? Tu proposes des séances de planétarium, comme tu as un peu dit ? Exactement. On propose en fait deux choses. On est venu à deux d'ailleurs. J'en profite pour faire un petit coucou à Axel, ma collègue qui est actuellement avec le public, et un public vraiment très très nombreux. Ça fait d'ailleurs, c'est pas étonnant, hein, la science intéresse le public. Ceux qui disent que ça n'intéresse pas se trompent. Ils devraient venir d'ailleurs nous voir, nous en général, tous ceux qui sont là. On propose en fait deux ateliers. Il y a l'atelier planétarium, bien entendu, où on va parler du ciel, les étoiles, et puis évidemment mettre le focus sur l'eau. On va parler aussi, d'ailleurs, de la comète qui est en cours, qui passe en ce moment et qui va peut-être, on l'espère, être bien visible dans les tout prochains jours. On pourra en reparler si tu le souhaites, dans le ciel du soir. Et le deuxième atelier, il est un petit peu plus pédagogique, si j'ose dire, un petit peu plus précis sur la notion de gravité. Alors pourquoi la gravité ? Parce que l'océan, les marées. Pour qu'il y ait des marées, il faut la Terre, le Soleil, la Lune, et donc il faut la force de gravité. Et on l'évoque sous ces deux visions, celle de Newton et celle d'Einstein. Et on a des maquettes assez sympas pour évoquer ces deux visions complémentaires de cette force de gravité. Et justement, parlons de cette comète-là, parce que ça va peut-être être une fenêtre d'entrée pour ceux qui ne s'intéressent pas encore trop à l'astronomie. Elle est visible à l'œil nu. Elle commence à être visible alors, sur certains territoires français. Oui. Puis avec le ciel dégagé, c'est vrai que ces derniers jours, c'était un peu compliqué. Là, ils annoncent une météo qui commence à se dégager justement sur les prochaines soirées. Et je dis collègue à Paris, là, il y a quelques jours, ils commençaient à avoir la chevelure qui commence à se dessiner avec le petit point. Du coup, comment elle s'appelle cette comète ? Alors, tu peux en dire quelques mots. Alors là, c'est pas sympa parce que c'est un nom. Je me suis entraîné. C'est la comète Chun-Chin-Chan Atlas. Okay. Donc du nom des deux observatoires qui l'ont découverte et dont un se trouve en Chine, d'où son nom. Sinon, elle est surnommée la comète du siècle. Alors c'est un petit peu présomptueux de dire ça, mais en même temps, le 21e siècle, n'est pas encore très ancien. Il n'a que 23 ans d'existence. Donc elle pourrait effectivement devenir la comète la plus brillante que Neowise qu'on a vu en 2020. Pour l'observer, cette comète, elle vient tout juste donc de passer derrière le Soleil et elle va donc être observable maintenant le soir vers l'ouest, en direction de l'ouest, assez proche du Soleil. Donc il faut absolument avoir un horizon ouest dégagé. Alors nous on est en montagne ici, il faut, un peu compliqué. Alors c'est compliqué si on reste en bas, mais dès qu'on va un peu monter en altitude, on va pouvoir trouver des points de vue permettant cette vue vers l'ouest dégagée. En gros, il faut un endroit où on peut observer le coucher du soleil. Il faut être en Bretagne, quoi. Oui, ou alors il faut monter en altitude. Voilà. Non, on va y arriver de chez nous, il n'y a pas de souci. Il y a des sommets, on a de la chance d'avoir des sommets. Exactement. Et donc, normalement, si tout va bien, à l'ouest, peu après le coucher du soleil, déjà on verra la planète Vénus, qui est un bon point de repère, un astre très brillant dans cette direction-là. C'est notre fameuse étoile du Berger, la planète Vénus, et la comète, qui devrait donc développer cette chevelure et cette queue brillante. Et là, je m'arrêterai parce que moi, je ne l'ai pas encore vu. J'ai pas eu cette chance. En photo, moi, du coup. Alors, je l'ai vu en photo, oui, aussi, mais je l'ai pas vu de mes yeux. C'est vrai qu'il va falloir jongler avec la météo. En gros, à partir du 13 octobre. Et pour les quelques jours qui suivent, c'est la fenêtre pour l'observer. Donc, faut pas se louper, quoi. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de ton temps, d'avoir laissé seul ta collègue à gérer le public. On va te libérer. Si les gens veulent te retrouver, veulent avoir des informations sur ce que tu veux, sur ce que tu fais et ce que tu peux proposer auprès d'associations, de boîtes, de collectivités, de centres de loisirs,
il y a un site internet qui s'appelle randonnée au pluriel -astronomie.com. Ok. Si on tape randonnée astronomie sur internet, on nous trouve on va trouver facilement. sans aucun problème. Ouais. Parfait. Donc une seule adresse internet, vous l'avez entendu, vous y allez et puis tout simplement vous demandez de découvrir le ciel avec vos âmes d'enfant finalement, parce qu'il faut se laisser porter par le ciel et de regarder tout ça. L'envie de découvrir. C'est ça. Merci beaucoup Erwan. Avec grand plaisir. Et puis ma foi, on se retrouve dans quelques minutes en off. Et puis je te souhaite une bonne journée et puis une bonne continuation. Merci. Merci à toi aussi. Quand je dis radio, vous dites Mani, ça fait radio, Mani, radio, Mani. Et juste avant, c'était les Fujis avec Killing Me Softly. C'était un bonheur pour les plus de quarantenaires, je crois. C'est encore Jérémy qui a fait cette playlist de vieux, n'est-ce pas? Bref, on continue notre tour d'horizon sur les différents acteurs de cette fête de la science ici à Remilly, à l'Oscar. On a fait le tour d'horizon d'à peu près tout le monde, presque tout le monde. Et qui dit science dit aussi chercheurs, des scientifiques, des gens sérieux qui sont là pour justement vulgariser un peu tout ce qu'ils font et puis proposer justement un accès très simple justement aux sciences pour qu'elles soient accessible à toutes et à tous. Et je suis accompagné de ces personnes-là. Donc bonjour Christophe. Bonjour. Donc tu es chercheur en mathématiques. Exact. Si je me trompe pas de ce que tu m'as dit, si j'ai bien retenu. Argish, toi tu es traiteur en signal, image et intelligence artificielle. C'est ça. C'est ça. Et Stéphane, tu es chercheur plutôt du côté informatique, IA, système distribué et réseau. C'est ça, exactement. Exactement, je me suis pas trompé. Ouf, pression. Donc votre place ici à la fête de la science, en fait, c'est dans le nom, il y a de la science. Vous êtes des scientifiques et vous travaillez, vous faites plein de travaux dans vos domaines respectifs. En quoi c'est important pour vous justement de proposer un accès un peu plus vulgarisé justement au public? En quoi c'est important de s'adresser à des enfants par rapport à ce que vous faites, à rendre un peu plus visible justement vos différents travaux? Moi, je vais commencer. Je pense que la première chose, c'est de faire voir aux jeunes ce qu'on fait, ce qui existe. Et je pense au niveau informatique, les gens ne connaissent pas forcément les différents types d'algorithmes. Déjà, qu'est-ce que c'est un algorithme, à quoi c'est utilisé et comment ça fonctionne. Et du coup, ça nous tenait à cœur un peu de me présenter des petites activités ludiques avec des petits jeux pour qu'ils comprennent quelques idées de base qu'il y a derrière les algorithmes. Et c'est pourquoi avec l'activité algorithmie débranchée, on a essayé justement de montrer un peu ce qui existe actuellement en informatique, des algos de base, mais qui permettent justement de construire pour plus loin. Alors c'est vrai qu'en plus quand on parle d'algorithme, en ce moment avec les réseaux sociaux et tout ça, c'est un mot qu'on entend beaucoup. On dit cet algorithme il est efficace et j'ai toujours les mêmes pubs parce que je suis allé sur un site internet. Donc c'est des choses parfois qui peuvent faire peur. Un algorithme, si on peut juste définir un peu ce que c'est de manière assez simple, ça sert à quoi et qu'est-ce que c'est? Un algorithme, c'est une procédure où on va appliquer quelques éléments de base comme une recette de cuisine. On va dire à chaque étape ce qu'on va faire et ensuite pouvoir trouver une solution à un problème donné. Typiquement, je pourrais donner le problème du plus court chemin. On va essayer de trouver le plus court chemin pour mener de Rumilly à Annecy. Et l'objectif, ça va être de tracer les lignes les plus courtes pour arriver à la destination. Et c'est comme ça que naît Waze. Exactement. Et c'est comme ça qu'on a des bouchons aussi quelquefois. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Et je crois qu'il y avait une expérience où justement il y a quelqu'un qui avait mis plein de smartphones connectés à Waze à un endroit et du coup il a créé un bouchon virtuel parce que c'était que des smartphones qui étaient connectés à un endroit. Donc c'est des petits jeux comme ça peut rendre ludique, pas pour tout le monde, mais ça peut être des choses assez marrantes. Peut-être d'autres veulent rebondir justement sur l'importance de rendre les sciences accessibles à tous et à toutes, aux plus jeunes notamment. Donc je rejoins Stéphane sur la volonté de parler aux plus jeunes pour créer des vocations aussi, pour expliquer les différentes voies qu'il y a et expliquer le métier de chercheur, de faire la recherche, l'importance qu'il y a. On a besoin de bras, il y a plein de métiers intéressants à faire et donc du coup c'est toujours intéressant d'aller faire des exposés dans les collèges et les lycées et universités. Mais aussi, moi je vois un deuxième attrait plus général que les jeunes aussi, c'est faire de la vulgarisation pour un public plus large, pour aussi renseigner et montrer l'importance de continuer à financer la recherche et la science. Et on l'a vu avec les exemples de la Covid, etc. On a besoin de financement, de recherche fondamentale dans notre pays si on veut pouvoir être compétitif sur tel et tel sujet, d'un point de vue d'ingénierie comme de tout.
Toi, tu es chercheur en mathématiques. Tout à fait. Alors, les maths m'ont traumatisé au collège. Donc, je vais pas te taper loin de là. Non, mais pour dire, pour intéresser les gens, les jeunes aux maths, on m'a souvent dit les maths sont partout. Et c'est vrai qu'en grandissant, en devenant adulte, c'est vrai que les maths, finalement, on les trouve partout pour faire ses comptes. Quand on fait de la mécanique, il y a des maths. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de formes géométriques aussi dans la nature. Comment on arrive à intéresser la jeunesse ou même les moins jeunes qui sont un peu frileux avec les maths, de se dire les maths finalement c'est pas forcément un sacerdoce quoi. Ouais, alors ça c'est vrai, c'est un bon argument de justifier que les maths ouvrent les voies un peu partout et que ça est partout. Donc c'est vrai, c'est dans toutes nos technologies, les téléphones, les voitures, on a besoin de maths partout et c'est l'une des matières qui est le plus enseignée à l'université. Quand on passe à une carrière de biologiste, médecin et tout ça, on va toujours avoir des cours de maths. Je me rappelle de camarades qui détestaient les maths, qui au bout de la 2e année d'université de médecine disaient c'est bon, j'en ai fini avec les maths, et qui se sont spécialisés sur l'IRM, l'imagerie, et là ils ont repris une couche de traitement de Fourier, etc. Donc oui, c'est important, c'est utile, il y a de plus en plus de métiers qui s'en intéressent, les assurances, les banques, donc il y a plein de débouchés. Et alors pour ceux qui sont un peu plus un peu peur des maths, il faut essayer de pas trop se mettre la pression dessus et essayer de voir ça comme un jeu, comme une énigme. Moi j'ai toujours vu les maths comme un jeu, comme un sudoku qu'il faut résoudre. Ok. Donc faites du sudoku. Ne vous inquiétez pas, vous allez prendre plaisir. Et du coup, Harguich, peut-être que tu veux rebondir par rapport justement à vulgariser les sciences. Oui, justement. Je vais rester aussi dans le cadre un peu général parce que je pense qu'il faut vulgariser la science. Moi, j'avais partagé les ateliers avec Stéphane, mais en gros, c'était des algos décomposés, mais il faut quand même décomposer la science aussi. Par exemple, pour que ça soit vulgarisé, on doit expliquer les concepts dans une manière très très simple aux gens. Et c'est ça l'objectif de la fête de la science, parce que chaque laboratoire ou chaque personne qui vient ici a sa manière de présenter des choses, et pour que ça soit beaucoup plus simple qu'on peut lire, ou ici on peut même avoir des choses en physique qui nous parlent un peu plus, et ça explique mieux qu'est-ce que ça peut aider dans la vie d'une personne qui vient d'ici. C'est pas si clair que ça si on parle des sciences, des maths, mais pour les jeunes, ça les motive peut-être, ou ça les ouvre les pistes, comme Christophe l'avait dit. Ils ne voient pas toutes les voies au départ, mais en venant à ce genre des événements, ça les montre qu'est-ce qu'il y a qui existe. Il y a des sciences, il y a des maths, il y a d'autres choses, il y a le mélange des deux, il y a de l'informatique, il y a pas mal de choses qui peuvent aider la culture générale dans ce genre de métiers qui apparemment ne sont pas si clairs que ça, je trouve, pour le grand public. Un de tes domaines de compétences, c'est l'IA. Oui. L'IA, ça peut être très clivant parce qu'il y a le pour, il y a le contre. Ça peut être très novateur parce que ça permet, il y a plein d'applications différentes dans l'IA, et ça peut aussi faire peur. Je pense, nous on est un média associatif, oui. Et donc du coup on regrette beaucoup de désinformations qui sont générées justement par l'IA. Quel est ton regard toi sur l'IA en tant que chercheur justement? Comment tu vois l'IA et vers quoi ça peut aller tendre dans l'avenir? Justement, il y a des pros et des contre. Moi, je vais rester un peu positif à cette journée, mais je vais quand même parler des autres choses. Dans les choses positives, par exemple, nous, dans le laboratoire, on travaille beaucoup dans les problématiques de télédétection, où c'est des satellites pointés vers la Terre pour détecter le sol, la végétation, d'autres choses. Et dans ce genre de méthodes, l'IA, ça nous aide beaucoup, ou des chercheurs dans le laboratoire, parce que, et aussi dans le médical, par exemple, pour segmenter les tumeurs, segmenter le sol, la végétation ou d'autres choses, d'autres objets, les os. Ici, c'est les méthodes de l'IA qui marchent. Dans le meilleur des cas, c'est plutôt ces méthodes qui marchent les mieux. D'accord. Et aussi, après, il y a d'autres applications, par exemple, justement, dans les médias associatifs, dans les gens qui font des dessins animés, des bandes dessinées, par exemple. Actuellement, il y a des modèles génératifs où on donne le texte
et ça génère des choses que les artistes ils prennent beaucoup plus de temps à faire. Dans ce genre de choses, j'aime un peu moins, mais quand même ça permet les chercheurs de voir des limites et des choses. Actuellement, je ne pense pas que ça peut complètement remplacer les métiers, mais c'est plutôt, ça peut être des outils qu'ils peuvent utiliser pour encore rendre mieux des travaux, mais il faut quand même les apprendre, ce genre de techniques ou des outils existants pour complémenter les travaux, parce que ce que l'IA va générer, souvent dans le cadre de l'IA générative, ça va être basé sur des exemples que l'IA a déjà vus. Oui. Ça ne va pas être créatif. Par exemple, s'il y avait le Shakespeare et il y avait l'IA qui existait, je ne sais pas est-ce qu'il aurait inventé une nouvelle langue ou pas. D'accord. En gros, on peut lui demander écris-moi un morceau inspiré de Led Zeppelin, des Doors et de Pink Floyd. Il va les piocher dans les styles et puis il va générer une musique. Mais si ces morceaux-là n'avaient pas existé, il aurait été incapable de générer quoi que ce soit finalement. Oui, parfois, il y a beaucoup de faux exemples qui sont générés aussi. Par exemple, il y a le ChatGPT qui est partout actuellement. Oui. Et juste si on lui demande de créer des références où est-ce qu'elle a trouvé ces informations, parfois les références qu'elle trouve sont faux. Ça n'existe pas. Ça va donner des liens, mais oui, donc il y a ce genre de problème. Il faut quand même douter ce qui existe derrière. Ok, donc chers lycéens qui vous nous écoutez, si vous voulez faire un compte-rendu du livre avec ChatGPT, c'est faux, ça marchera pas forcément. Concrètement, aujourd'hui, vous êtes là sur la Fête de la Science. Qu'est-ce que vous proposez dans le cadre de la Fête de la Science, que ce soit ici ou ailleurs sur le département? Commence qui veut. Donc c'est Christophe. Pour moi, j'ai animé des conférences, donc des sortes de mini-cours. Donc en effet, dans le cadre de la Fête de la Science, ça a été des petits groupes d'une vingtaine de personnes où j'ai parlé des océans. Le thème de la Fête de la Science cette année, c'était l'océan de savoir. J'imagine que vous en avez déjà parlé avant. Et il y a un autre cadre de conférence, en effet, c'est les Amphis pour tous, organisés par l'Université de Savoie-Mont-Blanc à Chambéry et dans les départements et dans les villes voisines, et où, pareil, on organise des conférences grand public ouvertes à tout le monde et où on va présenter des travaux de recherche dans ces thématiques de l'océan et voilà, de manière vulgarisée. Et du coup, c'est la conférence donc, sur la vague océanique, espoir d'une énergie nouvelle. Concrètement, est-ce que justement l'océan va pouvoir nous permettre de nous projeter sur une énergie peut-être plus verte que ce que l'on peut avoir actuellement comme une énergie fossile ou pas du tout? C'est plus compliqué. Ouais, c'est compliqué. c'est un travail de tous les jours. C'est une nouvelle énergie les chercheurs se sont mis à travailler dessus depuis les années 2000. Donc les premiers il y a déjà quand même plus de 1000 brevets qui sont là-dessus, mais il faut reconnaître que à l'heure d'aujourd'hui, on est bien en dessous de l'énergie éolienne, qui sont 1000 fois plus puissants que nous. Mais l'objectif, c'est de faire avancer la recherche et de progresser là-dessus. J'ai vu un article il y a 2-3 jours dans National Geographic qui annonçait qu'une usine au Portugal venait d'atteindre un record avec l'énergie des vagues. Donc on est bien sur les balises qui permettent de transformer l'oscillation des vagues, enfin d'un système du coup d'une balise en énergie du coup qui peut fournir de l'électricité quoi. Mais du coup il faut multiplier les balises dans l'océan au final. C'est ça, il faut en mettre plein. Alors bon, il y a des problèmes environnementaux aussi, on n'a pas envie d'avoir ça devant chez soi et donc du coup il y a des questions qui se posent de où c'est qu'il faut les mettre, comment les mettre pour que ça soit le plus efficace possible sans que ça gêne trop la population, la faune et la flore. Donc il y a un accord un peu à avoir avec les pêcheurs, etc. Mais oui, c'est ça l'idée. On a une belle énergie qui est là, qui demande finalement à être utilisée, qui se fatigue et qui va se fracasser sur les cailloux. Et donc plutôt que de la laisser taper les cailloux, utiliser pour la transformer en une énergie avec des bouées, faire de l'électricité. Alors je sais pas si je vais être complètement à côté de la plaque, mais j'ai cru entendre parler aussi d'énergie liée à la force de la marée. Tout à fait. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi à l'étude C'est quelque chose qui marche bien pour le coup. Alors ça, c'est les énergies, on dit marée motrice. Donc il y a des usines dans le nord de la France, en Bretagne, qui marchent bien et qui ont été bien étudiées là-dessus. Donc là, nous, c'est une énergie un peu différente. C'est l'énergie des vagues. Donc c'est une énergie qui est là régulièrement tous les jours
qui serait peut-être le jour où on arrivera à bien capter cette énergie-là, plus fiable que l'éolien et le solaire, où on serait moins dépendant des météos, parce que des vagues, il y en a tout le temps. Mais il faut y travailler, c'est ce qu'on est en train de faire. Et du coup, pour Harguich et Stéphane, qu'est-ce que vous proposez sur la fête de la science Alors nous, on a proposé donc une activité d'algorithmique débranchée. Et donc en fait, l'idée c'était de faire découvrir ce que c'était les programmes informatiques, mais sans avoir d'ordinateur, juste avec des jeux. Donc on a des jeux comme le jeu de Nîmes, qui est un jeu pratique où on est 1 contre 1, et l'objectif c'est que celui qui a le dernier bâtonnet puisse à gagner. Donc du coup c'est un jeu ludique, les enfants peuvent s'amuser et dessus et découvrir quelles sont les stratégies optimales pour gagner. Et donc il y a différents jeux qu'on a proposés pour faire découvrir différents types d'algorithmes qui sont très utilisés dans le cadre du laboratoire listique et surtout en informatique. Ok, parfait. Et vous êtes ensemble du coup sur cet atelier-là. Oui. Concrètement, si les gens ont envie de connaître un peu votre actualité, que ce soit en termes de conférences, en termes d'ateliers ou en termes de je me rends sur tel événement, proposer tel atelier, ils doivent se rendre sur le site de l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Alors il y a le site du listique, il y a le site de l'Université de Savoie-Mont-Blanc, il y a le fil LinkedIn et Twitter de listique aussi. Ok, parfait. Donc les réseaux, ok, parfait. Merci beaucoup, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Et puis je vous souhaite une bonne continuation en fin de journée sur la fête de la science. Et puis une bonne continuation sur les conférences à venir, parce qu'il y en a d'autres tout au long de l'année, j'imagine, dans le cadre des amphis pour tous. Merci beaucoup. Merci. Et puis Jérémy, la suite. Quand je dis radio, vous dites Mani, ça fait radio, Mani, radio, Mani. Et on arrive sur la fin de journée, oui, il est 17h32. Non, 33, le temps passe vite. Et oui, on était sur Happy Hour, l'émission qui se balade sur le territoire avec la caravane, notre petite maison sur le dos. Et puis aujourd'hui, comme vous l'avez entendu tout au long de l'après-midi, on était sur la fête de la science à Oscar. Alors comme je l'ai dit, Oscar, c'est pas un pote chez qui on va boire l'apéro. Enfin, ça peut être un ami, Oscar. Mais du coup, non, c'est l'office socioculturel de l'Albanais de Rumilly. C'est ça, si je me trompe pas. Oui, parce que là, je m'adresse à Maurice. Maurice, qui est responsable du secteur jeune d'Oscar, justement. Mais pas que responsable secteur jeune, parce qu'au final, c'est lui qui organise cette fête de la science-là, ce village des sciences. Salut, Oscar. Bonjour. Parle bien devant ton micro. Est-ce que tu peux nous dire, t'es épuisé, t'es sur les rotules, t'as rien, tu vas dormir, là, c'est bon? Dans pas longtemps. Comment s'est passée cette journée? Écoute, ça a été une super belle journée. On a eu un public qui a répondu présent à l'événement. Ça fait quelques années maintenant qu'on est inscrit, nous, cette action sur le territoire. Et c'est vrai que cette année particulièrement par rapport à l'année dernière, on a noté une hausse de la fréquentation. Ouais. Voilà, sur l'après-midi. Ce matin, on était dans un lycée, au lycée de l'Albanais, avec un chercheur. Et puis cet après-midi, sur une séance un petit peu plus ouverte au grand public, avec beaucoup d'ateliers, pas mal d'actions. Un spectacle, un magicien, un planétarium, des conférences, des jeux, hyper riche en fait sur la thématique. En même temps, c'est l'océan de savoir, donc en fait, il y a tellement de choses de possibles avec cette thématique-là, que c'est juste incroyable. Comment tu t'y prends pour travailler ça sur ta saison, justement. Alors la thématique Delphine Guillaume, elle arrive tard, je vous l'ai dit tout à l'heure. Si seulement on pouvait l'avoir dans 2 semaines, ce serait idéal, mais non, ce sera pas le cas. Mais en tout cas, oui, comment tu construis en fait ce village des sciences? Déjà tu as une thématique effectivement qui arrive et tu essayes de coller au plus juste. Exactement, nous on essaie de coller vraiment une grande partie de nos animations, des propositions en tous les cas envers du public, vraiment sur la thématique. Ensuite, ça fait maintenant quelques années donc qu'on est présent, que le Festival des Sciences, Village des Sciences existe, et du coup j'ai aussi un réseau de partenaires, un réseau d'acteurs qui, je sais vers qui me tourner, et ça me facilite un petit peu la tâche. Maintenant, il faut encore qu'ils soient présents, qu'ils soient disponibles, que la date où on va proposer soit disponible. Mais c'est vrai que ça, c'est un plus pour nous. Et pour moi, c'est aussi, facilitant d'avoir ce public, du moins ces partenaires, qui, quand je les appelle, je leur demande que ce soit par exemple pour le planétarium avec Erwan, il y a cette thématique. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te parle?
Est-ce que ça t'intéresserait de venir sur la fête de la science avec nous, à nous accompagner là-dessus? Et là, en règle générale, soit on me dit oui, il n'y a pas de souci, moi, ça m'intéresse. Il y en a d'autres qui vont dire je vais travailler sur la thématique. Et donc ça, c'est vraiment grave. Quelquefois, ça prend un petit peu plus de temps parce que effectivement, quand j'ai moins de matière, il va falloir aller prospecter, chercher, moi-même m'ouvrir au monde qui m'entoure autour de là pour aller repérer des spectacles, une proposition d'atelier qui me semble pertinent par rapport à la typologie de mon public aussi. Je m'adapte aussi à mon public. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est que on arrive aujourd'hui à avoir une proposition qui corresponde à la population du secteur, je dirais, de l'Albanais et voire un peu plus large. Alors c'est vrai parce qu'en fonction des thématiques, ça peut coller avec le territoire, ça peut être simple. C'est vrai qu'Océan de Savoir, entre les rivières, l'océan, puis la connaissance au sens large, on pouvait mettre plein de choses dans cette thématique-là. Mais des fois, il y a des thématiques, effectivement, on est content d'y coller, mais c'est peut-être plus compliqué à trouver. Un spectacle qui colle justement à la thématique, faut le trouver. Et puis, est-ce que c'est dans la région? Est-ce que c'est à l'autre bout de la France? Donc voilà, il y a tout un travail comme de prospection à faire, tu l'as dit, de construction de réseau, et du réseau déjà que tu as autour de toi, de bouche à oreille, ainsi de suite. Donc c'est quand même, c'est la partie immergée en fait. À partir du mois de mars, dès qu'on a la connaissance dans la thématique, février, mars, si ça arrive plutôt ça, mais bon, jusqu'à présent, c'était un peu juste. On essaie véritablement de essayer de coller au plus proche et de construire ça pour que fin mai, début juin, on puisse faire remonter à la coordination départementale déjà nos propositions d'animation, d'ateliers là-dessus. La plus grosse problématique que je rencontre moi aujourd'hui dans la construction, c'est le retour justement de certains partenaires. Parce que eux-mêmes, en fonction de leur quotidien, du travail qu'ils ont à fournir, pour certains n'arrivent pas à se projeter pour le mois d'octobre sur de ce qu'on va proposer. Est-ce que des fois il y a des changements de salariés ou autres dans certaines structures. Voilà, c'est tous ces petits, on va dire, à côté qu'on ne voit pas, plein d'inconnus qu'on ne maîtrise pas. Et du coup, j'attends moi le retour de mes partenaires pour qui eux vont me dire ok, donc cette fois ça arrive un peu plus tard que ce que j'avais prévu, même si la deadline était posée avant. 2024, c'était la 33e édition au niveau national de la Fête de la Science. Il me semble, Brahim m'a dit tout à l'heure que c'était la 15e année pour Oscar, en fait, de participer à la Fête de la Science. Qu'est-ce que, toi, parmi toutes ces années, je ne sais pas si tu es depuis le début ici sur la Fête de la Science, mais qu'est-ce que tu retiens vraiment de plus fort en tant que porteur de projet Fête de la Science? Parce que, je veux dire, moi, effectivement, je suis là depuis le tout début. Ouais, donc tu as participé à la création. J'ai participé à la création. J'étais à l'initiative de cette action de la Fête de la Science. On a commencé avec 3-4 petits ateliers dans nos locaux. Aujourd'hui, on est sur une quinzaine de propositions d'ateliers. Et ce que je retiens, je pense que c'est la curiosité des gens. Toujours d'année en année, puisqu'on voit que le public est fidèle. Et ce questionnement, cette envie des gens d'aller questionner, de venir participer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu évoluer au fil du temps. De 3-4 ateliers, d'une proposition. Aujourd'hui même, on a des gens qui nous posent la question à savoir, la prochaine Fête de la Science... C'est quand? Alors c'est toujours au mois d'octobre, ça n'a pas changé, mais d'avoir un peu un suivi comme ça, et on voit certaines familles qui reviennent. Là tout à l'heure au planétarium par exemple, alors qu'est-ce que vous allez passer quand même, parce qu'on était déjà là, est-ce que c'est modifié, est-ce que c'est changeant? Donc voilà, donc on sent qu'ils sont curieux de savoir quelle va être la proposition qu'on va amener, qu'on va proposer. Donc on va dire c'est plus cette fidélité au niveau du public. Et en termes de perspective, est-ce que tu as dans un coin de tête une idée d'amélioration ou d'un atelier supplémentaire que tu n'as jamais eu l'occasion de mettre, que tu rêverais mettre, mais du coup l'opportunité a fait que c'est pas possible? Dire putain, ce serait bien qu'on fasse ça vraiment, mais du coup pour l'instant je peux pas le mettre, mais voilà, c'est mon envie, ce serait top. Est-ce qu'il y a on a démarré cette année, je dirais. Une des envies que j'avais, c'était de pouvoir faire venir des chercheurs sur la Fête de la Science. Ça fait quelques temps que ça me trottait dans la tête, puisqu'on avait un format très familial avec pas mal d'ateliers, etc. Et puis j'avais un petit peu, on va dire, d'avoir cette proposition de chercheurs, de scientifiques qui puissent venir sur UMI, sur ce festival des sciences et partager leur savoir.
Voilà, et de vulgariser justement leurs connaissances, leur travail au quotidien face à un grand public. Je pense que je leur demande peut-être pour certains un travail supplémentaire de vulgarisation, etc. Mais je trouve ça intéressant, et notamment pour des publics qui sont un peu éloignés de cette culture scientifique, de cette approche qu'on peut avoir, etc. Donc c'est vrai que le faire comprendre que autour de nous, il y a des choses qu'on voit au quotidien, mais qu'il y a des chercheurs derrière, il y a des personnes qui ont expérimenté, qui sont allées travailler, qui se sont posé la question du pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire. Ça me plaît. Et là aujourd'hui, voilà, donc c'est un souhait avec la participation de l'université Savoie-Mont-Blanc. Avec 3 chercheurs. 3 chercheurs qui ont été présents. Donc là vraiment, ça a été. Et puis qu'on a abordé des thématiques assez actuelles, parce qu'il y a eu les algorithmes, l'IA, les maths, la vague océanique, donc autour des énergies renouvelables. Donc on est vraiment dans l'actualité, même si la recherche parfois peut paraître poussiéreuse, alors que pas du tout en fait. Exactement. Voilà. Donc c'est ça qui me plaît, et c'est vrai que voilà, ça fait un petit moment que j'avais cette envie-là, et aujourd'hui voilà, j'ai déjà un nouveau challenge maintenant. Alors, j'aimerais bien que celui-là perdure un petit peu dans le temps, que effectivement, j'espère que les différents intervenants ont pris plaisir cet après-midi à venir à la rencontre de notre public, et puis que l'année prochaine, c'est eux qui m'appellent en me disant Maurice, on aimerait bien, on a une proposition à te faire, et de venir sur la fête de la science. Merci beaucoup Maurice de nous avoir accueillis, parce que nous on a pris énormément de plaisir à être ici avec vous sur cette fête de la science, sur ce village des sciences. On a fait d'excellentes rencontres, on en a bien profité, on a vu que ça foisonnait, c'était une vraie fourmilière. Effectivement il y a beaucoup de monde, alors nous on peut pas dire il y a eu plus de monde ou pas, mais on a vu énormément de monde en tout cas fréquenter les lieux et prendre plaisir. On les voyait sortir avec la banane, donc c'est quand même un bon signe, comme quoi les sciences ça amuse toujours et ça éveille la curiosité. Donc merci pour cet accueil là, et puis on vous souhaite une excellente continuation, puis on se recroisera certainement quelque part. Avec plaisir. Jérémy, écoute, on va rendre l'antenne, et puis cette émission elle sera pas rediffusée, par contre elle sera disponible en podcast sur le site de radiomanie.com dans Happy Hour.